petits pigeons. Pourquoi pas les pigeons? Pourquoi pas? Je suis quand même à l'heure. Quand même. J'ai eu ma maman au téléphone. J'ai eu ma maman au téléphone avant. Mais ça va. Je suis à l'heure. Coucou! Comment vous allez? J'ai besoin de me changer les idées. Ça tombe très très bien qu'il y ait un stream. En vrai, que j'avais planifié ça. Parce que vous savez que quand ma mère m'appelle, c'est jamais des bonnes nouvelles. Donc là, ça va me faire du bien de me lire des histoires flippantes avec des gens qui meurent. Ça va être bien. Ça va... Hein? Oh bah ça va faire du bien. Attends, je vous baisse un peu. Je suis mieux cadrée là? Ça va aller. T'as vu, j'ai des chats noirs d'Halloween. Coucou! Comment vous allez mes poulets? Est-ce que votre journée a été douce? Attends, j'ai un chat qui est dans le coin. Ah oui, il y a les petits qui arrivent, ça y est. Les petits arrivent. On est des jeunes choup-choup, dis donc. Ah bah oui, des jeunes choup-choup qui allaient écouter des histoires qui font peur. Ce stream promet d'être très amusant, mais j'espère bien. Non, en vrai, ça fait pas si peur que ça. Je les lisais quand j'avais 12 ans. Bon, après, j'ai fait des cauchemars, mais... Oh, c'est rigolo. C'est rigolo. Je vous ai prévu une petite playlist de musique flippante derrière, en plus. Comment vont les chachous? Ils vont très bien. Ça va très bien, et toi? Moi, bof, du coup, puisque ma mamoune m'a appelé pour parler de mon papy. Enfin, bon, voilà. Histoire de merde encore, donc j'ai pas trop le moral. C'est pour ça que le stream, ça va faire du bien, en vrai. Ça va faire du bien. On va se changer les idées. Thibaut a tout prévu. Bah, j'essaie, baby koala, j'essaie. On ne doit pas tout prévoir dans la vie, mais... Coucou, Style Jane Blue. Oula, le chachou, il a glissé. Coucou. J'ai pas d'image en vue modo. Ah, c'est un concept, toi-tel. C'est une idée. Alors, attends, moi, j'ai les deux bouquins. Alors, on va même pas en lire un, hein, mais c'est juste que j'avais acheté les deux parce que ça faisait il y avait un prix de groupe sur Vinted. Donc, du coup, j'ai pris les deux. Et c'est clairement celui-là. Celui-là, c'était mon préféré quand j'étais petite. Enfin, petite, ouais, j'avais 10 ans, quoi. Et la première histoire, je vous l'avais lue à Halloween de l'année dernière sur YouTube, donc ça date. C'était La Boiteuse, mais du coup, je vais peut-être pas la relire là parce que je l'ai déjà lu, mais il y a tellement d'histoires stylées dans ce bouquin. En fait, alors, c'est des faits divers qui sont vraiment arrivés et dans les années genre 60-70. Donc, tu vois, tu kiffes. C'est des petits trucs. Tu peux te dire que genre quand il y a un serial killer par exemple, il a vraiment été là. Il a vraiment tué les gens, tu vois. C'est la petite anecdote sympathique. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est les années 60-70 et donc les mecs doivent être grabataires maintenant s'ils sont encore en vie, tu vois. Donc la boîte, je me rappelle encore par cœur. Oh, peut-être pas par cœur, Misaki quand même. Mais non, Yumi. Ah mais vous êtes des flippettes. Mais non. Alors franchement, c'est pas forcément pas pour tout le monde. Je l'ai lu, j'avais 12 ans le bouquin. Hein, ça m'a pas traumatisé. Hein. C'est des anecdotes, enfin c'est des histoires, des faits divers de flics en fait, des faits divers de criminels, etc. qui se sont vraiment passés. Thibaut, arrête, j'ai flippé. Mais non. Attends, il faut bien célébrer un peu Halloween. Halloween, c'est la semaine prochaine. Il y a Bébou qui est en train de faire des bêtises. Bébou! On ne mange pas la plante en plastique. C'est pas du plastique, c'est une espèce de liège. Merci Namour. Namour à la rescousse. Oh oui, bah oui, attends, dis bonjour. C'est Chatoun. C'est Chatoun. Tu regardes les choup-choup? Je veux pas les regarder. Elle fait ta timide. Va avec papa, va. Embarque-moi ces monstres. Pas mot pour mot, mais comme je l'ai raconté à des amis qui aiment les faits divers... Tu vois, il y a le tableau qui est tombé, c'est le destin. En plus, attends, on rigole, mais cet après-midi, Kim, il était pas là, il est allé courir. Et j'étais dans mon bureau en train de monter Idols pour demain parce que j'étais pas dans les temps. Et 3 fois, j'ai entendu des bruits dans le salon. Je suis allée voir, je pensais que c'était les chats ils dormaient. Mais 3 fois, mais des bruits, genre des gros bruits, tu vois. Genre des bruits, à chaque fois, je croyais que c'était Kim qui était rentrée et qui avait claqué la porte, tu vois. 3 fois. Moi j'étais comme ça, hein. Du coup je me suis dit, ah oui super. Et ce soir je raconte des trucs d'horreur, c'est cool, enfin d'horreur, qui font peur un peu, tu vois, c'est... Voilà, donc là j'ai un peu claqué du fessier, tu vois, si tu veux dire, c'est pas... Thibaut c'est hanté, non. C'est tes voisins, oui voilà, je pense que c'est plus mes voisins, hein. Mais sur le coup ça m'a fait rire, parce que ça n'arrive jamais. Il y a jamais de bruit dans ma maison comme ça, tu vois. Et là 3 fois cet après-midi, genre je me lève les 3 fois, il y a personne.
Alors, est-ce que vous êtes ready? Je sais pas ce que je vais commencer par comme histoire en fait. Il y a une histoire, je me rappelle plus de ce que c'est, mais le titre m'inspire. Le titre c'est La petite fille derrière la porte. Ça donne envie. Ça donne envie de savoir ce que c'est, surtout ça va pas être bien. Hein. Je sais que les histoires sont pas toutes bien. Dans le bouquin, il y en a qui sont vraiment bien, il y en a qui sont moins ouf. Donc, ça veut pas dire que ça va être génial. Hein. C'est 6 pages à peu près une histoire. Mais... Vous êtes prêts? Non mais le titre, c'est le genre de titre, ça revient tout le temps. Hein. Attends, je vais vous mettre un peu de musique. Ici, vous me dites si vous l'entendez bien. Hein, parce que je la mets pas fort parce que droit d'auteur. Mais vous me dites si vous entendez quelque chose. Est-ce que vous entendez un peu de musique ou pas? Faut vraiment que ce soit un fond. Hein. La petite fille derrière la porte, il sonne bien. Hein. C'est des nouvelles, c'est plein de petites nouvelles, ouais. Un peu, oui. Oui, on entend, oui, on entend. Non. On entend un peu. Non, pas trop. On entend un peu. Oui, pas beaucoup, j'entends pas. Bon, attends, je vais vous monter un petit peu alors. Ça me fait plaisir. C'est bon, vous êtes ready? Pour la petite fille derrière la porte? Ambiance Halloween. Nickel, c'est mieux, c'est bon, c'est parfait, oui, c'est bon. Ah, cette vague de oui, magnifique. Ça suffit pour mettre dans l'ambiance. Très bien. Alors, la petite fille derrière la porte. Vue de l'extérieur, c'est-à-dire vue par les amis, les relations professionnelles, les voisins, le couple Schneider est l'exemple même de la réussite. Lui, Thomas, 35 ans, a derrière lui une belle carrière de cadre administratif dans une grosse entreprise automobile. Et devant lui, l'avenir brillant qui s'ouvre à tous les responsables dynamiques. Elle, Erika, 32 ans, ne travaille pas. Elle se consacre à son foyer, ce qui est plutôt rare à Francfort en 1978. Ah donc c'est plus les années 80 en fait, hein. Même dans la bourgeoisie. Mais cette inactivité volontaire est interprétée comme un signe de bonne entente. Il y a des gens qui ont gardé le respect des valeurs traditionnelles. Après tout, c'est leur droit, et s'ils sont bien ainsi, tout est pour le mieux. Pourtant, une autre personne a un point de vue tout différent sur le couple. C'est qu'elle le voit de l'intérieur. Ce témoin, pas comme les autres, n'a que 6 ans. C'est Gretel, la fille de Thomas et d'Erika Schneider. L'enfant est vive et éveillée pour son âge, malheureusement pour elle sans doute, car elle devine tout. Elle sent très bien que rien ne va plus depuis longtemps entre ses parents. À table, ce sont les mêmes discussions qui reviennent toujours. Ses parents doivent penser « Oh, la petite comprend pas, ça n'a pas d'importance !» Et ils se jettent leur vérité à la figure. « J'en ai assez de rester toute la journée à la maison, à faire le ménage !»« T'as pas à faire le ménage, hein, je te paye une bonne !»« Bien sûr, c'est toi qui paies tout puisque tu es le seul à travailler. Mais moi aussi, je ne demande que ça. Seulement, tu ne veux pas. Si je fais le ménage, c'est que je m'ennuie tellement que je ferai n'importe quoi. »« Oh, c'est toi qui m'ennuies !»« Je veux travailler. J'étais journaliste avant de te connaître. Je suis certaine que mon journal me reprendrait. »« Jamais !» Si, la petite Gretel comprend. Elle comprend que sa mère est malheureuse de rester toute la journée à la maison et que c'est la faute de son père. Alors, dès qu'elles sont ensemble, Gretel essaie de la distraire. Elle lui demande de jouer avec elle, de lire ses livres illustrés. Mais durant les lectures d'Erika, il y a beaucoup de soupirs involontaires. Gretel pense « Maman est malheureuse parce qu'elle ne travaille pas. » Et elle s'en veut de ne pas arriver à lui changer les idées. 27 mars 1978. Comme souvent, le dîner familial s'est mal passé. Gretel a senti dès le début du repas, rien qu'à l'expression de ses parents, que le problème du travail de sa mère allait revenir dans la discussion. Mais cette fois, après les arguments traditionnels qu'elle connaît par cœur, les choses sont allées plus loin. La petite fille n'avait jamais vu son père devenir rouge à ce point, ni ses mains trembler, ni la veine de son front se gonfler. Elle n'avait jamais vu sa mère aussi pâle. Aussi, quand ses parents lui disent d'aller dans sa chambre, Gretel est inquiète. Elle sort de la salle à manger et au lieu d'obéir, elle reste derrière la porte, à écouter. Tremblante, Gretel entend des mots qu'elle ne comprend pas. Des mots de grands qui doivent être beaucoup plus graves que ceux qu'échangent habituellement son père et sa mère. « Oui, je veux faire chambre à part. »« Tu es ma femme, et ton devoir ?»« Oh, devoir, c'est un mot qui te va bien. Je n'ai connu que des devoirs avec toi, rien d'autre. » Il y a un silence, et puis la mère de Gretel ajoute « Thomas, je veux divorcer. » Terrorisée, la petite fille entend alors un bruit de cavalcade dans la salle à manger, puis un bruit de chute, puis un long silence. Au bout d'un moment, elle se décide, malgré sa peur, à entr'ouvrir la porte. Sa mère est allongée par terre.
Son père, à genoux devant elle, la regarde fixement. Alors Gretel se précipite dans l'entrée où se trouve le téléphone. Elle compose le numéro de la police que ses parents lui ont fait apprendre par cœur en cas de besoin. Elle dit de sa toute petite voix « Allô, papa vient de tuer maman, venez vite !» Grosse ambiance. Elle donne son adresse et elle raccroche. Quelques minutes plus tard, une bonne douzaine de personnes ont envahi le petit pavillon des Schneider dans une banlieue résidentielle de Francfort. Dans le hall, le commissaire et plusieurs de ses hommes entourent le mari. Ils le pressent en vain de questions. Thomas Schneider ne répond pas. Il est prostré, sans réaction. Gretel a été conduite dans sa chambre. Un policier essaie sans grande conviction de la distraire avec ses jouets. Bien entendu, la petite fille n'a aucune envie de jouer. Elle veut descendre dans la salle à manger. Le policier doit la retenir de force. Car, dans la salle à manger, une lutte dramatique contre la mort est en train de se dérouler. Quand les pompiers sont arrivés en compagnie des policiers, ils ont tout de suite vu qu'Erika n'était pas morte. Son mari avait tenté de l'étrangler. Elle avait d'effrayantes marques bleues autour du cou, mais elle respirait encore. Ils ont commencé immédiatement la respiration artificielle, et au bout de 10 minutes d'efforts épuisants, ils réussissent. Erika Schneider respire d'elle-même. Elle est sauvée. Aussitôt, elle est conduite à l'hôpital, tandis que son mari, menotte au poignet, est emmené au commissariat. Quant à leur fille, Gretel, elle part quelques minutes plus tard dans la voiture de ses grands-parents maternels venus la chercher. Du drame, ils ne lui disent qu'une chose. « Ta maman est vivante !» Et tandis que la voiture l'emmène chez papy et mamie, elle se répète avant de sombrer dans le sommeil. « J'ai sauvé maman !» Un mois a passé. Erika Schneider rentre chez ses parents après son séjour à l'hôpital. Papy et mamie ont prévenu la petite Gretel. Ils lui ont dit « Tu sais, maman est malade. Elle ne sera plus comme avant. Il faudra être encore plus gentil avec elle. » Oui, maman est très malade. Gretel s'en rend compte tout de suite quand elle la voit venir dans un fauteuil roulant comme elle en a vu à la télévision. L'enfant se précipite vers elle, mais elle a une autre surprise. Sa mère garde la tête tournée de côté. Elle ne regarde pas dans sa direction. Elle ne lui sourit pas. C'est quand elle est tout près que sa mère s'aperçoit enfin de sa présence. Elle lui dit d'une voix douce. « Ma chérie, il faut que tu comprennes. Je suis paralysée. Je ne peux plus bouger les bras et les jambes. » Erika Schneider marque un temps et elle reprend d'un ton plus ému. « Et aussi, je ne pourrai plus te voir. Je suis aveugle. » La totale. Non mais, faut dédramatiser ça. Non mais c'était il y a longtemps, hein. Voilà. Elle a pas, c'est pas de chance, c'est pas de chance. Mais elle ajoute en se forçant à sourire. « Ça ne fait rien. Je suis en vie grâce à toi. Tu m'as sauvé la vie. » L'existence a repris son cours chez les grands-parents de Gretel. Dès qu'elle rentre de l'école, la petite fille passe de longs moments avec sa mère. Elle a sauvé maman, elle n'en est pas peu fière. Mais elle veut faire plus encore, la sauver tout à fait, lui redonner le goût de la vie. Dans les moments qu'elles passent ensemble, Gretel sent que sa mère est bien. Elle est calme, elle l'écoute. Elle lui demande ce qu'elle fait en classe. Elle lui fait décrire ce qui se passe dehors, de quelle couleur sont le ciel, les feuilles des arbres, les fleurs. L'enfant répond avec empressement à toutes les questions. Mais il y a aussi d'autres moments. Gretel le sait car elle écoute aux portes le soir après qu'on l'a envoyée se coucher. Elle monte dans sa chambre, attend un quart d'heure, puis redescend et plaque son oreille contre la porte. C'est plus fort qu'elle, elle a peur. Que se serait-il passé si elle n'avait pas écouté le soir du drame? Alors tous les soirs, elle recommence. Elle surveille sa mère. Et c'est vrai qu'Erika n'est plus la même dès que sa fille n'est pas auprès d'elle. Elle redevient sombre, déprimée, et ce sont des conversations d'adultes auxquelles Gretel est hélas habituée. « S'il n'y avait pas Gretel, je me suiciderais, c'est trop affreux !» Voix du grand-père ou de la grand-mère. « Allons, ma petite fille, ne dis pas de bêtises. Un jour, je n'aurai plus le courage suffisant, je la ferai cette bêtise. » Voilà ce qu'entend Gretel derrière la porte. Elle voudrait intervenir, courir dans la pièce et sauter au cou de sa maman, mais elle a peur de se faire gronder. Alors elle reste encore une dizaine de minutes et elle va se coucher, en se promettant d'être plus gentille encore le lendemain avec sa mère. Au mois de septembre 1978, Gretel surprend d'autres conversations. On parle de procès. Elle comprend qu'il s'agit de son père, qu'il va être jugé comme assassin. Un jour, sa mère part le matin dans une voiture noire venue la chercher. Personne ne lui a rien dit, ni elle ni ses grands-parents, mais elle sait bien qu'elle va au procès. Puis le lendemain, ce sont son grand-père et sa grand-mère qui mettent leurs habits des dimanches et qui partent à leur tour à la même heure. Eux non plus ne répondent pas à ses questions. Ils lui disent avec un sourire « Nous allons faire des courses, nous serons de retour bientôt. » Gretel n'insiste pas. Ils la prennent pour une enfant, c'est normal après tout, elle n'a que 7 ans. Ils ne peuvent pas savoir que tout ce qu'elle a entendu derrière les portes l'a fait mûrir prématurément. Le soir même, Gretel est à son poste. On la fait coucher plus tôt que d'habitude, donc il va se dire des choses importantes. Et en effet, derrière la porte, il y a des éclats de voix. C'est Papy qui s'emporte. Il a sa grosse voix qu'elle n'aime pas.
Oh, 7 ans de prison 7 ans de prison pour t'avoir fait ça. Oh, si je tenais les jurés. Mamie intervient doucement. Il faut penser aux dommages et intérêts. Ils sont très élevés. Et puis elle se tait car Erika s'est mise à pleurer. Gretel ne retient que ses larmes. Son père a été condamné à 7 ans de prison. Cela ne signifie rien pour elle. Elle n'a compris qu'une chose. Sa mère s'est mise à pleurer. Et ça lui fait peur. Il faudra qu'elle soit plus gentille avec elle. Et aussi qu'elle continue à écouter derrière les portes. Car elle a la sensation qu'un nouveau drame peut se produire. Sous-estimer les enfants, c'est très intelligent, n'est-ce pas, Jimmy? À mesure que les mois passent, la santé morale d'Erika Schneider se dégrade. Normalement, Gretel n'en devrait rien savoir. Quand elle la voit, sa mère s'efforce de paraître gaie ou simplement normale. Elle s'enquit avec inquiétude de ses résultats scolaires. Elle manifeste toujours le même intérêt au récit que lui fait sa fille aux événements de la journée. Mais les nuits derrière sa porte, l'enfant entend un langage tout différent. Sa mère a une voix lasse qu'elle ne lui connaît pas quand elle lui parle. Et surtout, elle dit à ses parents des choses terribles. Gretel a 8 ans. Elle a mûri prématurément et elle les comprend parfaitement, ces choses. Je n'en peux plus. Bien sûr, je devrais faire un effort pour Gretel, mais c'est au-dessus de mes forces. Allons, ma chérie. Si je n'étais pas paralysée, il y a longtemps que ce serait fait. Je vous en supplie, faites-le pour moi. Le grand-père et la grand-mère de Gretel poussent des chuchotements horrifiés. Ils ne veulent pas la réveiller, bien entendu. Et Erika finit par se taire. Alors Gretel se sauve en se promettant de tout faire pour empêcher cela. 18 janvier 1980. Gretel écoute aux portes. Cette fois, elle ne l'a pas fait exprès et ce n'est pas la porte de la salle à manger, c'est celle de la cuisine. À vrai dire, ce qu'elle a surpris n'est pas une conversation, mais un sanglot. Un sanglot bref et étouffé de sa grand-mère. Intrigué, l'enfant passe sa tête dans l'entrebâillement. Il n'y a rien de particulier. Grand-mère prépare les médicaments de maman et si elle est triste, c'est à cause de ce que lui dit maman chaque soir. À l'heure du dîner, Gretel n'y pense plus. Seulement le soir, en reprenant sa faction derrière la porte, elle a une brusque inquiétude. Elle tend l'oreille. Ce n'est pas comme les autres fois. Sa mère ne parle pas, ne se plaint pas. Seuls sont perceptibles les chuchotements de ses grands-parents. Elle en saisit des bribes. Mieux ainsi, bientôt libérée, il le fallait. Alors Gretel comprend. Comme 2 ans auparavant, elle se rue sur le téléphone et elle compose le numéro de la police. Elle prononce de sa petite voix d'autres horribles paroles. Allô? J'avais pas vu le message de Sub. Ça tombe au pire moment. Allô? Grand-père et grand-mère viennent de tuer maman. Venez vite. La police arrive quelques minutes plus tard car l'appel de l'enfant a été pris au sérieux et trouve les grands-parents devant le pas de la porte. Tout de suite, ils avouent. Nous lui avons donné un tube de somnifère, c'est elle qui nous l'avait demandé. Elle n'a pas souffert. Les infirmiers et les médecins qui sont venus avec les policiers ne les écoutent pas. Ils se précipitent sur la jeune paralysée qui est déjà inconsciente. Comme 2 ans auparavant, ils tentent de réanimer Erika Schneider. Mais cette fois, ils n'y parviennent pas et elle est encore dans le coma tandis qu'on la conduit à l'hôpital. Gretel, de son côté, ne s'inquiète pas. Elle a déjà sauvé maman une fois. Elle est sûre qu'elle la sauvera encore ce coup-ci. Dans sa chambre où elle attend avec un policier, elle s'amuse tranquillement avec ses jouets. En bas, dans le salon, un dialogue dramatique s'engage entre le commissaire et les parents d'Erika. Les 2 vieux se serrent l'un contre l'autre. Vous êtes aussi criminel que Thomas Schneider et vous serez jugé au même titre que lui comme assassin. Le père d'Erika essaie de justifier leur acte. Nous n'avons fait que lui épargner des souffrances inutiles, des souffrances physiques car elle s'était mise à avoir de terribles rhumatismes, mais surtout des souffrances morales. Vous ne pouvez pas savoir, ça faisait des jours et des jours qu'elle nous suppliait d'y mettre fin. Mais le commissaire ne se laisse pas convaincre. Et cet enfant qui nous a appelés, cet enfant qui a tout surpris une seconde fois, vous avez pensé à elle? Cette fois, les grands-parents s'effondrent. Nous n'avions pas voulu cela, nous ne savions pas que Gretel écoutait aux portes. Nous comptions lui annoncer que sa mère était morte de maladie. Le commissaire ne les écoute plus. Malgré leur âge, il emmène sans ménagement le père et la mère d'Erika. Erika Schneider n'a pas survécu au tube entier de somnifère que lui avait fait absorber sa mère. Elle est morte à l'hôpital sans avoir repris connaissance. Peut-être avait-elle souhaité sincèrement mourir et être débarrassée de ses souffrances. En tout cas, ni elle ni ses parents n'avaient pensé à Gretel, car pour l'enfant, la tragédie commençait. Il a fallu lui apprendre qu'elle n'avait pas réussi à sauver sa maman une seconde fois. Il a fallu la mettre à l'orphelinat car elle n'avait plus de famille. À l'issue de leur procès, le père et la mère d'Erika ont été condamnés chacun à 5 ans de prison avec sursis. Mais le principal témoin, la principale intéressée n'était pas là. Et pour cause, Gretel Schneider n'avait que 8 ans. Plusieurs familles se sont proposées pour offrir un nouveau foyer à Gretel. Espérons que l'une d'elles y parviendra et qu'elle saura faire oublier à Gretel ce qu'elle a entendu derrière les portes. Grosse ambiance! Alors c'est particulièrement triste celui-là. Ils sont pas tous tristes comme ça, hein. C'est là, celui-là il était bien... Alors, ça va? Vous le vivez bien? Alors j'ai vu qu'il y avait plein de trucs que j'ai loupés.
Coucou, je viens d'arriver, j'ai raté beaucoup. New MD1, tu as loupé une histoire. Voilà, une histoire bien triste. Merci Yuki du coup pour ton sub prolongé, c'est très gentil. Betsabé aussi qui a prolongé son sub avec un tuli, super bien, je te remercie beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont follow. Alors, cette histoire, c'est plus triste que flippant. En fait, c'est un bouquin qui te met dans un mood, tu vois. C'était une histoire très prenante, tu lis très bien. Merci beaucoup. C'est un bouquin... non, on le vit mal. À boire, merci Mosika, je prends. Et Jade, pareil. Je vais boire un peu, vous avez raison. La prochaine, normalement, c'est des histoires vraies. Oui, c'est des histoires vraies. C'est des histoires vraies. Mais en fait, c'est des faits divers qui ont choqué à l'époque, en fait. Savoir que ça s'est vraiment passé, c'est trop bizarre. T'as vu, c'est ouf, hein. Merci Otaku pour à boire, je bois aussi. C'est trop triste pour la mère, les grands-parents et la petite, aucune pitié pour le père. Ah bah ça m'a pas fait peur à moi pour le moment. Celui-là, il fait pas trop peur, hein. C'est plus en fait, tu vois, genre techniquement, tu lis ça avant de dormir, t'es pas confortable, tu vois. T'es pas sereine, tu vois, genre tu te mets au lit, t'es en mode, ouais... Que fait Gretel maintenant? Je sais même pas si c'est les mêmes prénoms. Je crois qu'ils ont utilisé des faux noms et prénoms. Je dis ça avant de dormir, je déprime. Bah c'est ça. C'est ça. Les prénoms ont été changés. Oui, je pense aussi. Hein. Je vais essayer. Attends. Ah, celle-là, elle est pas mal. J'en ai une qui est un peu flippante. Celle-là, je me rappelle. En fait, la petite fille derrière la porte, je me rappelais du titre. Parce que le titre m'avait fait peur à l'époque quand j'étais gamine. En fait, l'histoire est plus triste que flippante. Par contre, l'autre, je m'en souviens. Le titre, c'est « Viens jouer avec moi au fond de la piscine ». Ça vous plaît, ça? C'est un peu plus fantasmique. Un peu plus... qu'est-ce qui nous attend, tu vois? Il y a un peu plus le côté... qu'est-ce qui se passe dans la baraque? Elle est un peu longue, par contre. Oula! Oh non, ça va. Je respire un peu 2 secondes, hein. Je viens d'avoir Thibaut, j'aime ton pull. Merci! Et c'est parti pour une noyade. Ah, je vous dis pas. Je pense que celle-ci, elle est plus... Dans mes souvenirs, elle est plus fantasmique. Le livre, je l'ai acheté d'occasion. C'est vieux comme bouquin. Hein. C'est Nuit d'angoisse de Pierre Bellemare. J'ai peur de l'eau, c'est déjà chaud d'aller dans la piscine. Ah. Oui, ça sera en relief, Non, ça se passe pas en France, ça se passe aux États-Unis, il me semble. États-Unis ou Angleterre, mais c'est pas en France. Vous êtes prêts pour la seconde histoire? Non, en vrai, les histoires comme ça, c'est triste évidemment, mais c'est intéressant, je trouve, de lire des trucs comme ça aussi. À plusieurs, parce que tout seul... Merci NewMD1, tu dis quoi? Cette fois, tu le fonds pas dans le décor, avec le décor comme avec le live Genshin. Oui, non, c'est sûr. C'est plus simple, y a pas le filtre. Mais si ça va le faire. Ça va le faire. Quand faut y aller. C'est ça. Mais Pierre Bellemare, c'est pareil, il y en a plein, j'ai pas lu. Hein. Celui-là, je l'avais lu quand j'avais... En fait, ma mère adorait ces livres-là. Et en fait, moi, je lisais très vite. Et donc, les miens, je tournais vite en rond. Donc, je piquais très vite les siens. J'ai lu les Stephen King à 11 ans. Hein. Donc, Misery, La tempête du siècle, Cimetière, qui est quand même l'histoire d'un gamin qui meurt et qui ressuscite pour buter sa mère. Donc, voilà, j'avais que ça à lire. Donc, je le lisais, tu vois. Mais du coup, je faisais des rêves agréables. Voilà. Allez. Viens jouer avec moi au fond de la piscine. Tommy Robertson, 29 ans, se trouve ce 7 mai 1979 dans les bureaux de la Miller Building Company au 27e étage d'un gratte-ciel de New York. Pour l'instant, Tommy Robertson est dans la salle d'attente. Il jette un coup d'œil désabusé à droite et à gauche. Oh, la pièce est pleine. Ils sont au moins une 50aine à avoir répondu à la petite annonce. Pas étonnant avec un texte pareil. Cherche jeune couple avec enfants pour gardiennage maison de luxe. Travail extrêmement bien rémunéré. Depuis le début de la matinée, c'est le défilé des candidats qui ressort du bureau du patron. Philip Miller, la tête basse et le visage fermé. Tommy Robertson, quant à lui, est au chômage depuis 1 an, tout comme sa femme, Kate. Ce n'est pas qu'il soit incapable ou paresseux, il est prêt au contraire à accepter les travaux les plus durs. Tommy Robertson est en effet un grand brun qui respire la santé avec son visage énergique et son corps bâti en athlète. Au suivant. Tommy Robertson se lève et entre dans le bureau sans l'ombre d'une illusion. Philip Miller l'accueille d'un geste bref. C'est un homme entre 35 et 40 ans, l'air assez froid derrière ses lunettes,
Le type même du businessman aussi riche d'initiatives que dépourvu de scrupules. Asseyez-vous, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre sans vous étonner et sans faire de commentaires, ok? Tommy Robertson réprime une grimace. Le personnage est déplaisant au possible. Mais quand on est dans sa situation, on n'a pas le choix. Bien, vous êtes marié et vous avez un enfant, Bob, 5 ans. Allez-vous à l'église, monsieur Robertson? L'entrée en matière est pour le moins inattendue. Tommy se rend parfaitement compte qu'il serait de bon ton de répondre oui, mais il est brusquement décidé à ne faire aucun effort. Non, j'y mets jamais les pieds. À sa surprise, le visage du patron s'éclaire. Parfait. Et votre femme? Ma femme fait ce que je lui dis de faire. Charmant. Très bien, vous ne croyez donc pas en Dieu? Absolument pas. Vous n'êtes pas superstitieux non plus. Tout ça, c'est des... Enfin, je veux dire, des bêtises. Admirable. Est-ce que vous avez fait la guerre, monsieur Robertson? Oui, au Vietnam. Excellent. Dites-moi, est-ce que vous avez été amené à tuer? Tommy Robertson est de plus en plus excédé. Il opte pour la provocation délibérée. Et comment? Plus d'une fois? Et quelle impression cela vous a fait? Bah, ni chaud ni froid. Philippe Miller se lève. Inutile d'aller plus loin, monsieur Robertson, vous êtes l'homme qu'il me faut, le poste est à vous. Tommy Robertson est tellement abasourdi qu'il trouve rien à dire. L'autre poursuit. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Vous connaissez Southampton, dans Long Island? Tommy hoche la tête. Oui, il connaît cette station balnéaire de luxe, à une 50aine de miles de New York. La maison qu'il s'agit de garder est en bordure de mer. C'est une assez grande propriété de 17 pièces avec 6 salles de bain, une piscine, un parc de 2 hectares et une plage privée. Vos fonctions dureront exactement 1 an. Tommy Robertson a enfin retrouvé ses esprits. Et la maison des gardiens? Qui vous parle de maison de gardien? Il n'y en a pas. Vous habiterez la villa elle-même. Bien entendu, vous n'aurez pas à vous occuper de son entretien. Vous aurez 3 domestiques à votre service et 2 voitures de fonction. En plus de la nourriture, du chauffage, etc., je vous propose 1 000 $ par mois et une prime de 20 000 $ en fin de contrat. Est-ce que ça vous va? Tommy Robertson émerge difficilement de son ahurissement. Une seule certitude surnage en lui. Trop, c'est trop. Il parvient à articuler. J'aimerais comprendre. Il refuse le gros cigare que lui tend Philippe Miller. Ce dernier allume posément le sien. Je suis d'accord, monsieur Robertson. À votre place, je penserais comme vous. Tout cela cache quelque chose. Et c'est parfaitement exact. Cela cache quelque chose, mais rien de malhonnête. Simplement une idée commerciale que je n'hésite pas à qualifier de géniale. Tommy écoute de toutes ses oreilles. Je suis promoteur immobilier et j'ai fait une constatation. Quand un drame particulièrement horrible se produit dans une maison, il arrive parfois que les habitants de la région, à tort ou à raison, c'est pas mon problème, prétendent qu'elle est hantée. Conséquence logique, la dite maison devient pratiquement invendable, on peut l'avoir pour une bouchée de pain. Et c'est ce que je fais. J'ai une équipe qui me signale les maisons hantées dans tous les États-Unis et je les achète. Tommy Robertson ne comprend toujours pas où Monsieur Miller veut en venir. Et moi, dans tout ça? C'est justement la trouvaille. Je fais habiter pendant 1 an la maison hantée par un jeune couple avec enfants. Et comme rien ne se passe, comme ils sont parfaitement heureux, plus personne ne croit à la malédiction. L'année suivante, je revends la maison le double ou le triple. Tommy est estomaqué par tant de réalisme. Waouh, quand même, vous allez loin. Ah non, hein, vous n'allez pas faire marche arrière. Vous m'avez dit que vous croyez pas à Dieu, ni au diable, et que pour vous vendre votre femme, il n'y avait pas de problème non plus. Alors, tout ce que je vous demande pendant cette année, c'est d'être souriant, détendu, que vos voisins voient que vous êtes heureux. Je vous paie pour être heureux. C'est pas formidable? Ah bah si, merci, monsieur Miller. Bon, ce soir, vous décidez votre femme, demain matin, vous venez signer le contrat, et vous partez tout de suite pour Southampton. Ok? Juste une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison au juste? L'année dernière, un couple de milliardaires. Leur gosse de 6 ans s'est noyé dans la piscine. Ils n'ont pas supporté et ils se sont suicidés en jetant leur voiture contre un arbre. C'était leur fils unique. Il s'appelait comment le gamin? Bob? Pourquoi? Pour rien. À demain, monsieur Miller. Kate Robertson est aussi fragile physiquement que son mari est solide. Elle a tout juste 25 ans et ses cheveux d'un blond très pâle lui donnent quelque chose d'évanescent. Comme Tommy s'y attendait, Kate n'a manifesté aucun enthousiasme quand il lui a annoncé l'incroyable nouvelle. Après avoir couché leur fils, ils discutent dans le living de leurs 2 pièces misérables de Brooklyn.
J'ai peur, Tommy. Pas pour moi, pour Bob. Quoi, Bob? Tu vas voir sa réaction quand on arrivera dans la maison? Mais tout de même, ce drame affreux. Cet enfant qui s'appelait Bob, lui aussi. Oh, j'aurais pas dû te dire ça. Écoute, c'est pas aujourd'hui qu'on a l'affaire de notre vie que je vais me laisser avoir par des histoires de bonnes femmes. J'ai dit oui à M. Miller. Ce sera oui. Il n'y a pas que ça, Tommy. Est-ce que tu as pensé... Ah ouais, ça suffit comme ça. Hein. Tu vas faire les bagages et demain, à nous la grande vie. Charmant, Tommy, charmant. Le lendemain, effectivement, après avoir signé le contrat à la Miller Building Company, le couple Robertson et le jeune Bob arrivent dans la luxueuse, la merveilleuse maison de Southampton. Dans sa description, Philip Miller avait été encore trop modeste. C'est un conte de fées, un rêve des 1001 nuits. On ne voit des choses pareilles qu'au cinéma, dans les superproductions à gros budget. La cuisinière, la femme de chambre et le jardinier s'empressent pour leur porter le 2 pauvres valises et leur faire visiter les lieux. Il est difficile d'imaginer un tel luxe dans la décoration et le mobilier. Tommy émet un sifflement à chaque nouvelle pièce. « Kate, t'as vu? Non mais t'as vu ?» Quant au jeune Bob, il trépigne d'enthousiasme, il est aux anges. Seule Kate n'est pas à l'unisson. Elle glisse à son mari. « Tommy, j'ai peur. »« Mais peur de quoi? Mais c'est ridicule, j'ai jamais vu une maison aussi gaie, aussi vivante. Et là, vous, la femme de chambre, approchez un peu. Ça fait longtemps que vous êtes là? » Monsieur Miller nous a engagés il y a 3 mois, monsieur. Et depuis 3 mois, vous avez vu un fantôme avec son drap? Vous avez entendu des bruits de chaîne? Non, monsieur, tout est parfaitement normal. Alors, tu vois ma pauvre Kate? Allons, fais pas cette tête-là, souris. Mais souris donc, voyons. On va mener pendant 1 an une vie de milliardaire et on est payé pour ça. Et tandis que son mari rit de joie en parcourant les immenses pièces qui donnent sur le parc et la plage privée, Kate Robertson soupire. Elle sait, elle, que fantôme ou pas, cette maison représente un grave danger. 6 avril 1980. Il y a maintenant 11 mois que les Robertson occupent la villa, et il semble bien que ce soit Tommy qui ait eu raison. Rien, absolument rien ne s'est passé. Pas un grincement de porte, pas un souffle de vent inhabituel. Au contraire, c'est l'enchantement, le ravissement. Mais tout a une fin. Dans 1 mois, le contrat se termine et ils devront partir. Et maintenant, c'est le défilé des acheteurs éventuels. Conformément aux ordres de Philip Miller, monsieur et madame Robertson doivent afficher vis-à-vis d'eux la plus parfaite des contractions, le sourire le plus rayonnant. Ils doivent être l'image même du bonheur. Ce 6 avril, Kate Robertson vient de finir de faire visiter les 17 pièces, le parc avec piscine et la plage privée à un couple de riches commerçants new-yorkais. À la fin de la visite, la femme la prend à part. « Dites-moi, chère madame, ne s'est-il pas passé un drame ici même ?»« Oui, mais pourquoi me demandez-vous cela ?»« Eh bien, j'ai entendu dire... Enfin, certaines personnes prétendent que la maison serait hantée. Oh, c'est absurde, voyons. Croyez-vous que nous l'aurions habitée, mon mari, mon fils et moi, si c'était le cas ? Non, bien sûr. Je suis ridicule de ne pas y avoir pensé. Je crois que j'ai tout fait pour persuader mon mari d'acheter. » C'est à ce moment qu'un incident inattendu se produit. Le jeune Bob arrive en courant. Il se jette sur la femme et la frappe de toute la force de ses poings de 6 ans. « Va-t'en, vilaine dame !» Éberluée, Kate Robertson maîtrise son fils. « Arrête, mais qu'est-ce qui te prend? Tu es fou !» Bob se met à pleurer. « Je veux pas que la dame vienne habiter ici. Je veux pas qu'on s'en aille. Je veux pas qu'on retourne où on était avant. Là-bas, c'était pas beau. Ici, c'est beau. Je veux qu'on reste ici. Va-t'en, madame !» Kate parvient à grand-peine à calmer son fils. Mais le soir, après avoir couché leur fils, elle a pour la première fois une discussion sérieuse avec son mari. « Tommy, ce que je craignais est arrivé. Bob ne supportera pas de reprendre la vie d'avant. Tu te rends compte, après cette maison, cette vie de rêve, retourner dans notre 2 pièces? On ne peut pas imposer ça à un enfant. Ton monsieur Miller le savait parfaitement et pourtant il n'a pas hésité à le faire. Il est ignoble. » Tommy Robertson hausse les épaules. « Et tout l'argent qu'on a gagné? Il en faudrait 100 fois plus pour acheter la même chose. On pourrait avoir un appartement un peu plus grand, mais qu'est-ce que ça changera? Eh ben, on se réhabituera. Nous, oui, mais pas Bob. Ça fait quelque temps qu'il est devenu nerveux, qu'il pleure pour un oui ou pour un non. Il ne le supportera pas, j'en suis sûre. » Un cri retentit dans la chambre de l'enfant. Kate se précipite, suivie de Tommy. Bob est debout près de son lit en proie à une crise de nerfs. Sa mère le prend dans ses bras, il est terrorisé. « Maman, j'ai vu le petit garçon !»« Quel petit garçon ?» ?»« Il s'appelait Bob et il avait 6 ans comme moi. Il m'a dit « Viens jouer avec moi au fond de la piscine. Je peux y aller au fond de la piscine. J'ai peur, je sais pas nager. » Kate se tourne vers son mari. Elle est horrifiée. « Tommy, partons tout de suite. »« Pas question. Je ne resterai pas une seconde de plus ici.
Pas question. Si nous partons avant la fin du contrat, nous n'aurons pas la prime de 20 000 $. Bob, tu vas te recoucher, c'était un mauvais rêve, c'est tout. Allez, Kate, viens. Viens, je te dis. Pendant 15 jours, les Robertson vivent un véritable cauchemar. Toutes les nuits, Bob se réveille en hurlant. Mais malgré ses cris et les prières de sa femme, Tommy ne veut rien entendre. Le 24 avril au matin, le couple se réveille un peu plus détendu que d'habitude. Cette nuit-là, ils n'ont pas entendu Bob. Kate va dans sa chambre. Elle en ressort en hurlant. « Il n'est plus là !» Terriblement inquiet pour la première fois, Tommy explore la maison. Mais Bob n'est pas à l'intérieur. Il est sorti. La porte d'entrée est encore ouverte. Tommy court comme un fou, traverse la pelouse entourée de massifs de fleurs, s'immobilise devant la piscine et plonge. Mais il est trop tard. Le petit corps qu'il ramène est déjà froid. Il y a un autre cri derrière lui. C'est Kate. Elle contemple l'affreux spectacle, les mains sur le visage, et se met à courir vers le garage. Quand Tommy a compris, c'est trop tard, encore une fois. Sa femme a déjà sauté dans l'une des deux voitures et démarré sur les chapeaux de roue. Il ne peut que monter dans l'autre et se lancer à sa poursuite. Kate roule comme une folle dans les rues de Southampton. Elle sort de la petite ville. Où va-t-elle? Tommy espère ne pas avoir deviné la réponse. Elle ne va nulle part en ce monde. La suite se passe en quelques secondes. Juste après l'agglomération au premier virage, Kate Robertson accélère à fond et se jette contre un arbre. Tommy pile dans un hurlement de frein. Il bondit mais il doit reculer. Le véhicule vient d'exploser et brûle comme une torche. Alors il remonte dans sa voiture, ouvre la boîte à gants où il a toujours un revolver et fait demi-tour en direction de New York. Philip Miller, comme tous les jours, se rend à son bureau à 9h30. De loin, il reconnaît la silhouette de Tommy Robertson. Il l'aborde avec un air peu aimable. « Qu'est-ce que vous faites ici, Robertson? Vous devriez être à Southampton. »« Mais Robertson, qu'est-ce qui vous prend? Mais laissez ce revolver! Vous êtes fou, Robertson !» Il y a 2 détonations et les 2 hommes s'écroulent l'un après l'autre sur le pavé de New York. Extrait des journaux du soir. Un drame particulièrement affreux vient d'avoir lieu à Southampton et à New York. Le jeune Bob Robertson s'est noyé dans sa piscine. À la suite de cela, sa mère s'est suicidée et son père s'est fait justice après avoir tué le propriétaire des lieux. Le fait divers est d'autant plus épouvantable qu'il y a 2 ans, un drame pratiquement semblable s'était produit au même endroit. À Southampton, tout le monde est persuadé qu'il s'agit d'une malédiction et d'une intervention surnaturelle. Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, la maison du drame n'est pas prête de trouver un acquéreur. Fin. Ouh. Du coup, la vieille a acheté. Je pense pas, Ellie. Je ne pense pas. Là, c'est plus, t'as vu, là, c'est plus sur du creepy. C'est moins triste. Oh, on peut dire que c'est un peu moins triste. Un petit peu. Faut toujours écouter sa femme. C'est clair que... Bah là, ils sont tous canés, hein. Comme ça, c'est... Elle était bien flippante. Ouais, t'as vu, celle-ci, elle fait plus fantôme. Morale de l'histoire, ne pas s'appeler Bob. Alors, en fait, c'est... Le fait divers est vrai. Après, la légende, non, pas forcément, tu vois. Ça, bah, c'est comme les légendes des maisons hantées. Genre, tu sais, t'as plein de maisons comme ça, où genre, tous ceux qui y ont habité, ils sont morts dans des conditions suspectes, genre sur 8 générations. En vrai, si ça se trouve, t'as une raison scientifique, genre, il y a de l'amiante dans le toit, tu vois. Mais ça dit que c'est des fantômes. Donc, je veux tout oublier. Ça va bien dormir cette nuit? Cette fois, j'ai eu vraiment peur. Ah, elle fait plus peur celle-là, j'avoue. Ah non, mais... Je suis là, mais je suis pas là. Ouais, Yume. Du coup, merci. Qui c'est qui me fait boire? Moumouche et Yume. Je bois. J'aimais bien, en fait, l'histoire triste. Ah, t'as vu, hein? Nickel, merci Thibaut pour les sublimes... sublimes rêves. Ah, bah écoute... Ah bah à la fin tout le monde est mort, Marine, voilà. Je rebois. Il y a que les Bob qui vont mal dormir. Et Kate aussi, elle s'est suicidée quand même, Kate. Hein. C'était trop bien en vrai une autre. Je vais essayer d'en trouver une autre. Ah, le dos droit, qui c'est qui me dit le dos droit? Aquadilis. J'essaie... Sublime rêve. Alors attends, qu'est-ce que je peux vous trouver d'autre? Parce qu'en fait, je me rappelle plus, comme je l'ai lu quand j'avais 12 ans, je me rappelle plus celles qui sont plus tristes que chelou. Il y en a, Ah, la maison du malheur. Ça a pas l'air dégueulasse, la maison du malheur. Hein? Le nom a l'air bien. Après, si ça se trouve, ça va être comme la petite fille derrière la porte. En vrai, c'est des noms qui font bien et en fait, c'est pas du tout glauque. Attends, j'essaie de parcourir pour voir si ça me dit quelque chose.
Je m'en rappelle pas. Ah ouais, je crois que c'est un truc... Je crois que c'est un peu le même genre. Je crois que c'est un peu le même genre. Ouais, ouais, c'est un peu le même genre. Ouais, mais je prends 2 secondes pour respirer, vous inquiétez pas. Je vous laisse digérer déjà Bob. On peut mettre un petit RIP Bob, hein. Franchement... On veut du glaucounet, glauque mais pas trop. Franchement, ça va. Un petit gamin qui se suicide dans la piscine, c'est cool. RIP Bob. Pauvre Bob. Honnêtement, le fait qu'il s'appelle Bob, ça empêche de trop s'attacher, je trouve quand même. Tu sais, c'est pas... T'as du mal à imaginer un enfant qui s'appelle Bob. En vrai. Je vais changer de prénom. Ah oui, Kate, oui, bah Kate, du coup, t'es morte tuée contre un arbre. Tu le vis bien? Toi, c'est un peu comme Ursulette, par exemple. Si l'enfant s'appelait Ursulette, c'est triste, hein, mais t'y crois pas. Bah... Toi, t'as de la chance, tu dors avec le coq, alors que moi, je dors seule. Bah, prends une peluche. T'as pas la petite maison dans la prairie. C'est triste, la petite maison dans la prairie, en vrai. Moi, j'ai une question. Pourquoi Bob a suivi Bob alors qu'il voulait pas de base? Bah, je pense que du coup, c'est le fantôme qui l'a traîné, tu vois. Genre, il a pris possession de lui ou un truc comme ça, et le gamin, il a résisté pendant un moment. Perso, je veux un gosse de 5 ans avec une tête de vieux. Bah, c'est ça. T'arrives pas à visualiser un enfant qui s'appelle Bob. Du coup, c'est pas son vrai prénom. Bah oui, du coup, c'est pas son vrai prénom, effectivement. L'enfant ne s'appelait pas vraiment Bob. Ils ont changé les noms, hein, pour l'histoire. Mais du coup, c'est bien New York et tout ça. Par contre, elles sont longues, la vache. Les histoires sont longues, hein. Ah bah, Blob's Bug. J'ai pensé à Bob. J'ai bu, du coup, pour toi. Je rebois une gorgée. Ah. Bob, c'est le diminutif de Robert. Oh, j'aurais dit de Bobby. Bobby, à la limite, Robert... Mon petit Robert, non. C'est Rob, le diminutif de Robert, pas Bob. Bob, c'est Bobby. J'ai un peu moins peur, je t'écoute en écoutant une musique un peu plus joyeuse. Mais tu sais que j'ai plein de mes modos, ils ont dit ouais non mais je vais t'écouter hein, mais je ferai un truc en même temps. Tss. Robert c'est Bébert. Il s'appelait Robert en vrai. Ah je sais pas comment il s'appelait en vrai hein. Je sais pas comment il s'appelait en vrai hein. Je sens que je vais bien dormir. Est-ce que vous êtes prêts pour la maison du malheur? Ça doit être cool la maison du malheur aussi, on est sur de la joyeuseté hein. Clairement non. Il y a quand même plus de oui hein. T'as raté 2 histoires Roman. Ah les titres sont bien hein. C'est des histoires vraies. Oui. C'est des histoires vraies, c'est des faits divers des années 70-80. Oui, vous êtes au taquet. Bien. Alors, installez-vous confortablement pour la maison du malheur. Tu vas en lire combien, tu penses? Jusqu'à ce que je n'ai plus de voix. Je tiendrai pas forcément 1h30, hein, on verra. Hein. On verra comment. Parce qu'elles sont longues quand même, les histoires, donc... Allons-y. Caroline et Nicolas Dupré parcourent les grandes pièces vides d'une maison située à proximité du village de Soisy-la-Forêt, dans l'Oise. Ah, ça c'est chez nous, ça. Nicolas Dupré, 35 ans, cadre commercial dans l'automobile, a tout de l'homme encore jeune et dynamique. Caroline, 30 ans, est une jolie petite blonde, mais elle a on ne sait quoi d'effacé et même de fragile. Nicolas lui désigne un emplacement dans la pièce principale. Ah, je verrais très bien le canapé ici, hein. Caroline Dupré a un mouvement involontaire du corps. Ah, ne montre pas cet endroit. Tu sais bien que c'est là qu'on a retrouvé la malheureuse. Ah non, hein, tu vas pas recommencer. C'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher d'y penser. Nicolas Dupré pose ses 2 mains sur les épaules de sa femme. Il lui parle comme à un enfant. Écoute, Caroline, c'est justement à cause de ce meurtre que nous pouvons avoir cette maison. 15 millions, tu te rends compte? Elle en vaut presque le double. Personne ne voulait l'acheter à cause de ça. Caroline Dupré regarde son mari avec des yeux craintifs. À Soisy-la-Forêt, les gens l'appellent la maison du malheur. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Soisy-la-Forêt ou qui connaissent? Merci Gaïa. Je veux savoir, ce Soisy-la-Forêt, c'est bien français, hein. Attention, hein. Les gens sont des idiots. Quel malheur veux-tu qu'il nous arrive? Caroline Dupré se tait. Ce n'est pas elle qui décide dans le ménage. Elle sait bien qu'il est inutile d'insister. Pourtant, des idées affreuses l'obsèdent. Il y a 6 mois, le 16 janvier 1962, un drame sanglant s'est produit à cet endroit même.
Le propriétaire précédent a égorgé sa femme au cours d'une dispute. Il en est à ce moment en prison où il attend d'être jugé. Et Caroline a beau faire, elle a beau se raisonner, elle ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. 16 janvier 1963. Les Dupré sont installés depuis 6 mois dans leur maison de Soisy-la-Forêt. Les craintes de Caroline se sont révélées vaines. Nicolas a beaucoup de goût pour la décoration et il a su aménager l'intérieur d'une façon charmante. Elle-même s'est occupée du jardin et en a fait un endroit ravissant. En ce jour anniversaire de l'assassinat, la maison du malheur n'a jamais si mal porté son nom. Ce soir-là, les Dupré dînent avec Juliette, la sœur de Caroline. Le repas est sans histoire. Juliette prend congé vers 10h car la route est assez longue pour rentrer à Paris et il y a du verglas. Au revoir Juliette. Pardon. Caroline et Nicolas sont sur le point de se coucher lorsqu'on sonne. Caroline passe la tête à la fenêtre. Ce sont les gendarmes. « Madame Dupré, il faut que vous veniez avec nous, votre sœur a eu un accident. » Caroline Dupré pousse un cri. « C'est grave ?» ?»« Oui, madame, c'est grave. » Dans la voiture de gendarmerie, Caroline se serre contre son mari. Le trajet n'est pas long. 2 kilomètres plus loin, on distingue des lumières clignotantes sur la route. Un des gendarmes se tourne vers la jeune femme. « Il va vous falloir beaucoup de courage, madame. » Comme un automate, Caroline Dupré sort du véhicule et suit le gendarme. Une civière est posée près de la voiture de Juliette, transformée en amas de ferraille. Un des gendarmes soulève la couverture. Juliette est morte, mais de quelle manière ? Elle a eu la gorge tranchée. En ramenant sa femme anéantie, Nicolas Dupré, tout en étant bouleversé par cet affreux malheur, a une pensée. Pourvu que Caroline ne fasse pas le rapprochement. Le même jour que le meurtre, Juliette égorgée elle aussi. Pourvu que Caroline n'en rende pas responsable la maison du malheur, car si c'est le cas, la vie va devenir tout bonnement impossible. 16 janvier 1964, donc un an après. Caroline Dupré est seule dans la maison de Soisy-la-Forêt. Dehors, il fait un temps épouvantable. Il neige par rafales. Le vent se déchaîne. Il est 4 heures de l'après-midi et il fait déjà nuit. Depuis la mort de sa sœur Juliette, Caroline Dupré vit un enfer. Elle est sûre maintenant que sa première intuition ne l'avait pas trompée, que leur maison est maudite. Nicolas ne l'a pas écoutée et Juliette est morte par sa faute. Tout de suite après l'enterrement de sa sœur, elle a essayé de convaincre Nicolas de quitter la maison. Elle a supplié, elle a crié, elle a menacé, rien n'y a fait. Nicolas a tenu bon. Pour lui, ce n'était que des idées de bonne femme. Dès qu'elle se serait remise de la mort de sa sœur, tout irait mieux. En tout cas, pas question de quitter la maison. Depuis, les relations entre eux sont devenues tendues. Le mot de divorce a même été prononcé. Le vent redouble de violence. Le chauffage fonctionne à merveille et pourtant Caroline se sent glacée. Bien sûr, c'est dans sa tête que ça se passe. C'est la peur qui la glace. La maison du malheur a déjà tué les 2 16 janvier précédents et aujourd'hui elle va frapper encore une fois. Qui va être la 3e jeune égorgée ? Qui, sinon elle ? Caroline Dupré se lève et parcourt des yeux la grande maison vide. Elle a un frisson lorsque son regard tombe sur le canapé. L'endroit où il y a 2 ans... Et pour comble de malheur, elle est seule. Nicolas est en voyage d'affaires en Allemagne. Il a quand même promis de rentrer pour dîner. C'est la seule concession qu'il lui a faite lorsqu'il a vu dans quel état elle était à la perspective de passer seule la nuit du 16 janvier. Le soir est tombé. Caroline allume la lumière. Dehors, le vent se déchaîne. La maison est isolée en pleine forêt. On entend les hurlements des bourrasques dans les arbres. Caroline se dit soudain que n'importe qui pourrait entrer en brisant un carreau. Elle va fermer les volets et donner un tour de clé supplémentaire à la porte. C'est à ce moment-là que le téléphone sonne. Elle décroche, saisie d'une violente appréhension. C'est la voix de Nicolas. « Chérie, tu m'entends ? Écoute, je veux avant tout que tu gardes ton calme. » Caroline a un cri. « Non, non, c'est pas vrai !»« Écoute-moi bien, Caroline. Ne me dis pas que tu ne rentres pas, c'est pas possible !»« Sois raisonnable, mon avion n'a pas pu décoller à cause du mauvais temps, mais je vais prendre le train. Je serai là demain matin. » La jeune femme pousse un gémissement. Mais demain matin, il sera trop tard. C'est cette nuit qu'il faut que tu sois là. C'est la nuit où la malheureuse femme a été assassinée. C'est la nuit où Juliette est morte. Au bout du fil, la voix de Nicolas se fait un peu plus sèche. Je t'interdis de croire à ces histoires. Je peux pas te parler plus longtemps, je serai là demain matin. Caroline ne répond rien, elle a éclaté en sanglots. Nicolas pousse un soupir. Écoute, si tu peux pas rester seule, demande à Françoise de venir te tenir compagnie. Bon, on attend le téléphone, je t'embrasse. T'inquiète pas, tout ira bien. Nicolas ! Mais le récepteur n'aimait plus que la sonnerie pas libre. Nicolas a raccroché. Caroline raccroche à son tour. Elle reste hébétée. Elle est incapable de faire quoi que ce soit. Elle se sent prisonnière de quelque chose qui la dépasse. L'avion qui n'a pas pu décoller, c'est le dernier coup du destin.
Que peut-elle contre cela? Elle est perdue. Elle pousse un cri. La lumière vient de s'éteindre. Elle est seule dans le noir. Évidemment, une panne avec un temps pareil, c'est logique et c'était même prévisible. Mais Caroline ne peut croire à la logique. Ou plutôt si. Tout obéit à une autre logique. Une logique implacable et diabolique, déchaînée par la maison du malheur. Elle se décide pourtant à réagir. Elle se jette sur le dernier espoir qui lui reste. Nicolas avait raison. Françoise, son amie d'enfance, ne l'abandonnera pas. Elle acceptera de venir et à son côté, elle n'aura plus peur. Caroline décroche le téléphone et forme le numéro à tâtons. La voix de son amie la soulage déjà. « Françoise, il faut que tu viennes tout de suite. Nicolas ne peut pas venir, je suis toute seule dans le noir, j'ai peur. » Heureusement, Françoise comprend tout de suite la gravité de la situation. « Il t'a laissé seule le 16 janvier ? Il pouvait pas faire autrement. Tu vas venir, n'est-ce pas ? » ?»« Bien sûr, je suis là dans une demi-heure. Je te laisse, je saute dans ma voiture. » Caroline se lève et s'avance sans rien voir. Les bougies sont dans le tiroir de la cuisine. Elle renverse un guéridon. Il y a un bruit de porcelaine cassée, mais elle n'y prête aucune attention. Tout cela n'a aucune importance. Enfin, elle s'empare des bougies. Elle en allume 2 et revient dans le salon. L'atmosphère est peut-être plus sinistre encore que dans le noir complet. Ces 2 petites lumières tremblotantes font penser à une veillée funèbre. Caroline Dupré regarde sa montre. 1 quart d'heure s'est écoulé. Il reste un autre quart d'heure avant l'arrivée de Françoise. À ce moment-là, elle se sentira en sécurité. Mais est-ce qu'elle pourra tenir ? Est-ce qu'il n'arrivera pas quelque chose avant ? La demi-heure se termine et les minutes passent encore. Caroline se sent prise d'une autre frayeur. Pourquoi Françoise n'arrive-t-elle pas ? Pourquoi est-elle en retard ? Et si elle avait eu elle aussi un accident ? Non, non, ce serait trop horrible. C'est à ce moment qu'on frappe à la porte. Elle se lève, se précipite, bousculant une chaise, manquant de se prendre les pieds dans le tapis. Elle cherche fébrilement les clés sur le meuble de l'entrée. Elle ouvre le verrou, la serrure. Un air glacé la saisit, mais elle éprouve un sentiment de libération. « Françoise, Malgré l'obscurité, elle voit tout de suite que ce n'est pas Françoise. Françoise ne fait pas 1m80. Françoise n'est pas carrée d'épaules. Caroline comprend alors son impardonnable erreur. Elle aurait dû demander qui était là. L'homme avance lentement. Il est souriant. 17 janvier 1964, 8h du matin. À bord d'un taxi, Nicolas Dupré arrive devant la maison de Soisy-la-Forêt. La tempête de neige s'est arrêtée. C'est l'aube. Le paysage tout blanc est ravissant. Nicolas Dupré se prépare à critiquer gentiment mais fermement sa femme pour ses frayeurs de la veille. Soudain, il pousse un cri. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça, c'est une camionnette de gendarmerie et une autre voiture rangée devant chez lui. Nicolas bondit hors du taxi en proie à une terrible appréhension. La porte est ouverte. Il s'y engouffre et se heurte à un lieutenant de gendarmerie qui le retient. « Monsieur Dupré ? Oui, mais laissez-moi tranquille. Il faut que je vous prévienne, monsieur, votre femme a eu un accident. » Un accident ? Elle est sur le canapé du salon. Bousculant le gendarme, Nicolas se précipite dans la pièce. À la vue de la forme recouverte d'une couverture, il a tout de suite compris. Il la soulève en tremblant. Caroline est morte. Elle a la gorge tranchée. Nicolas Dupré se prend la tête dans les mains. Elle avait raison. Le lieutenant de gendarmerie lui pose la main sur l'épaule. C'est un tragique et stupide accident, monsieur Dupré. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Enfin, monsieur qui est là vous le dira mieux que moi. Nicolas remarque alors dans la pièce un homme qu'il ne connaît pas. Un homme d'une trentaine d'années à la carrure imposante. Il est tout pâle et semble bouleversé. « Qui êtes-vous » ? « Mon nom ne vous dira rien, je suis là par hasard. Un tragique hasard. » Et l'homme raconte son incroyable histoire. Comment et pourquoi est morte Caroline Dupré. « C'était hier soir. J'étais au volant de ma voiture quand celle qui était devant moi a dérapé sur une plaque de verglas. Elle a fait un tête-à-queue et est rentrée dans un arbre. Je me suis arrêté pour porter secours au conducteur. C'était une jeune femme brune d'une trentaine d'années. » Nicolas pousse un cri. « Françoise ! Oui, c'est ça, c'était son prénom. J'ai oublié son nom de famille. Elle était blessée à la tête, pas très gravement à ce qui m'a semblé, mais elle perdait beaucoup de sang. Je l'ai prise dans ma voiture et je l'ai conduite au café de Soisy. Là, j'ai téléphoné pour appeler un médecin. » Nicolas se lève brusquement et s'approche de l'homme, le visage crispé, les poings serrés. « Quel rapport avec ma femme ? C'est cette Françoise qui m'a demandé d'aller la voir. Elle m'a dit que c'était très important, qu'elle pouvait pas rester seule. Je devais lui dire qu'elle avait eu un accident et l'emmener auprès d'elle à l'hôpital. » « Et alors ? » C'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que j'ai voulu faire. »« Qu'est-ce que vous avez fait ?» L'homme devient plus blanc encore. Il se tord les mains. « Rien de mal, je vous le jure. J'ai frappé parce que la sonnette marchait pas à cause de la coupure de courant et votre femme m'a ouvert. J'ai pas eu le temps de dire un mot, elle a poussé un cri terrible. J'oublierai jamais ce cri. C'était un cri d'horreur. » Nicolas Dupré tente de se jeter sur l'homme, mais les gendarmes le retiennent. «
C'est vous qui l'avez tuée. Non, 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 je voulais pas lui faire peur. J'avais même fait attention de sourire pour la rassurer. Elle s'est enfuie en courant dans le noir. Et c'est alors que c'est arrivé. L'homme s'effondre sur un fauteuil. Le lieutenant de gendarmerie prend le relais. Votre épouse, en proie à la panique, s'est précipitée dans le noir. Elle n'a pas vu la porte vitrée du couloir qui était fermée. Elle s'y est jetée la tête la première et s'est ouvert la gorge. L'homme se relève. J'ai tout de suite appelé les gendarmes, les pompiers, mais il n'y avait plus rien à faire. Quand ils sont arrivés, elle était morte, elle avait perdu tout son sang. Nicolas Dupré secoue la tête d'un air anéanti. C'est elle qui avait raison. Je suis un imbécile, un criminel. Nicolas Dupré a vendu la maison du malheur pour une bouchée de pain. À ce prix-là, c'était un cadeau. Un cadeau peut-être empoisonné. Et voilà! J'aime bien cette histoire. Du coup, la question qu'on se pose tous, est-ce que des gens connaissent Soisy-la-Forêt? Parce que là, je sais pas s'il y en a qui y habitent, mais tu t'imagines, n'empêche? L'anniversaire de la mort, ça peut être un hasard, hein, mais ça fait flipper quand même. Hein. Sa sœur, elle est morte dans un accident de voiture. La sœur Juliette, elle est en fait en partant, donc c'était l'anniversaire, ça faisait 1 an que la maison avait été achetée, donc 1 an que la meuf était morte, tuée par son mari, là. La sœur, elle s'est barrée de la maison pour rentrer chez elle, accident de voiture, et elle est passée à travers le pare-brise, et ça l'a... Après, quand ils disent décapité, c'est en gros ouverture à la gorge, en fait, c'est pas la tête tranchée, forcément. En gros, c'est plaie à la gorge, et le sang qui coule par là, quoi. T'imagines, ouais, le visiteur nocturne, comment il a dû avoir trop peur? Ça doit être horrible, hein. Ah, merci à boire. Sweetie Fox et Yume, vous pensez à moi, c'est beau. Du coup, qui dit la vérité? Ah non, mais c'est vrai, enfin, le gars a pas été inquiété du tout, c'est vrai. Enfin, les flics ont dû voir la baie vitrée avec la... Enfin, tu vois, que ça correspondait, enfin, je suppose, hein. Non, non, le visiteur l'a pas tué. C'est la meuf qui s'est précipitée et qui s'est ouverte, quoi. Elle aurait pu aller dormir chez une amie, clairement. Après, c'est les années 80. Non, 60, celui-là, je sais plus. Ça se fait moins. C'est pas comme maintenant, tu sais. Bah, t'as vu, je sais pas si vous voyez, ça me choque à quel point les mecs parlaient mal aux femmes. C'est pas la même époque, hein. C'est ouf, hein. Maintenant, quand quelqu'un va frapper à ma porte d'entrée, je serais pas rassurée. Bah là, il était gentil. Ça fait tellement de coïncidences, c'est trop bizarre en vrai, mais de ouf, hein. Mais de toute façon, des trucs comme ça, où genre quand t'as des anniversaires de mort, bah un peu comme le gamin qui s'appelait Bob avec l'autre qui s'appelait Bob, là, c'est chaud quand même, hein. C'est chaud, hein. J'espère qu'ils ont trouvé qui est... Non mais Juliette, elle s'est fait... Elle a eu un accident de voiture, Juliette. Juliette, en fait, le premier... En fait, il y a eu 3 morts dans cette maison. Première mort, c'est le mari qui a tué sa femme. Ok, donc on les connaît pas. Donc le mec, il a été jugé, etc., condamné, machin. Après, donc le couple, là, ils emménagent dans la maison. La sœur Juliette, elle part de la maison pour rentrer chez elle. Accident de voiture, elle passe à travers le pare-brise, plaie, elle meurt. Elle s'est pas faite tuer. Et là, la troisième, bah du coup, accident, on va réussir, en fait. Mais du coup, la question là... En fait, c'est... est-ce que c'est une malédiction ou est-ce que c'est du hasard? C'est ça le truc. C'est Bob plus vieux qui a tué la vieille. 3 morts dans une seule maison, franchement, plus jamais quelqu'un l'achète. Bah c'est ça. En vrai... Non, j'ai pas peur, ça va. Vous êtes là, ça va. Puis je connaissais les histoires, donc je les découvre pas, ça aide aussi. Hein. Oui, moi j'habite là-bas et on m'a raconté cette histoire il y a 3 ans et depuis je flippe toujours. C'est vrai? Lisa, t'habites là-bas? Putain, c'est énorme! Faut toujours regarder dans le petit trou de la porte. Ouais, mais là, elle attendait sa meilleure pote, genre il était 23h, c'est une maison paumée au milieu de la forêt. Enfin, je peux comprendre que tu regardes pas, tu sais, pour le coup, genre... c'est improbable que quelqu'un d'autre arrive, quoi. Même pas peur par se cacher. Je suis seule ce soir, j'ai peur. Oh, puis en plus, attends, comme il y avait la coupure de courant, même si tu regardes par l'œilleton, tu vois rien en fait. Tu vois pas. Il fait noir total, donc même si elle avait regardé par l'œil, tu vois pas. Merci Maternate pour ton cerveau. Oh, il y a Petit Prout qui est là. Merci Maternate pour ton sub offert, tu es soyeuse. Ouais, j'avoue que c'est l'anniversaire, j'aurais regardé. J'avoue, le fait qu'elle flippe, elle aurait pu regarder. Elle aurait pu regarder, c'est vrai. Mais bon, après, elle était... De toute façon, la meuf, elle avait perdu le contrôle de ses nerfs. Elle était ce qu'on appellerait hystérique maintenant. C'est-à-dire, elle paniquait, elle était en crise de panique, en fait. T'es pas censée dans ces cas-là, tu vois. Elle était au bout de sa vie, hein. Dans tous les sens du terme. Voilà. Attends, je vais en chercher une autre, hein. Une petite autre? L'Oise, je crois que c'est banlieue parisienne.
On a des trucs avec l'Oise, pas trop loin de la banlieue, mais... Je crois qu'elle y a pas pensé. Bah c'est ça. Elle était pas... Elle était pas en mode rationnel, là. Tous cons, ces hommes dans les histoires. Oui, ça c'est clair que les années 60, ça... C'est pas... Mais je vous dis, c'est pas des trucs terrifiants, hein. Des naines qui disent j'ai pas peur en ce moment, tu vois. C'est autour de Paris l'histoire. Ouais, c'est ça. Un peu au nord au-dessus, il me semble aussi, hein. Voyons voir. Je vais essayer de trouver. Même pas peur. Voilà. Ça, c'est mes choup-choup courageux. Qui a peur, là, en fait? Ah, Roulietta. Bah tiens, t'es morte dans l'histoire d'avant. Tu le vis bien? Est-ce que ça... Moi... Ouais, il y a quand même... Il y a des gens qui ont peur. Ça va. C'est une bonne... c'est un bon mitigé. Après, en vrai, c'est pas des histoires qui font peur. C'est pas des histoires où... c'est pour ça, c'est pas de l'horreur gore. C'est plus un sentiment d'inconfort, si tu veux. C'est plus ça que tu ressens, en vrai. Tu sais, genre... T'es en mode... Ah. En vrai, quand le stream sera fini, écoutez rien pendant quelques secondes. D'accord? Vous faites ça. Et vous mettez en story comment vous vous sentez sur Insta. Vous écoutez rien pendant quelques secondes. Genre, on stoppe le stream et vous réfléchissez. Juste une minute. Une minute. Et c'est là vous vous dites quel sentiment vous ressentez. Et c'est là que tu vois que les histoires elles marchent en fait. Voilà, en fait c'est cette espèce d'état incertain qui est intéressant, tu vois. Ouais, Tipouille, ça marche. Alors attends, faut que j'essaie de vous trouver quelque chose du coup. Oh, il a l'air d'avoir un joli titre celui-là. J'essaie de pas vous prendre un truc trop triste quoi. J'essaye, tant qu'à faire. Je sais plus tout ce que c'est. Les trois quarts des histoires, je me rappelle plus du tout. Hein. Ah ouais, non, ça c'est plus fait divers. Le trauma pour le gars qui voulait juste aider. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes de ouf. Il y en a plein, je me rappelle pas. En fait, je pense que j'avais surtout été marquée par certaines. Après, il y a pas mal de trucs où c'est policier aussi. Genre arrêter un killer, tu vois. Oui, j'habite vraiment là-bas depuis 3 ans. Je pense que je vais beaucoup déménager. J'ai pas peur, mais c'est trop glauque. Tu m'étonnes, Lisa. Franchement, c'est flippant. Oh, j'avoue, vivre dans un endroit où il y a une telle légende, c'est ouf quand même. Hein. Bah, je comprends le Shiraya, je comprends. Non, ça c'était glauque. J'essaie de pas vous prendre un truc trop chelou. Ah, celle-là, elle était jolie. Enfin, jolie glauque. Ah, mais elle est longue. Ah, celle-là, elle a un petit côté conte de fées. Elle a un petit côté... bon, conte de fées macabre, hein. Non, mais je vous le dis. Non, mais après, dans les contes de fées, en soi, si tu regardes, conte des frères Grimm, hein, ils se butent pour rien. Donc, voilà, c'est une jolie glauque. Ça va. Ça... J'ai fermé le live pour écouter le silence, j'étais mal. Ah bah oui, c'est vrai que vous pourrez le faire maintenant. Mais bon, après, j'aurai plus personne, donc... C'est joli glauque, ouais, c'est un concept. Maintenant, même si j'habite pas là-bas, je vais avoir peur le 16 janvier. Alors... Version Disney originale glauque, c'est ça. C'est une espèce de légende basée sur un meurtre, en gros, je crois. Donc, il y a quelque chose. Pas trop tristou, je sais pas trop. Par contre, elle est un peu longue. Je sais pas si j'aurai la foi... Oh non, quoique ça va. J'ai fait pire.
Ah, quoique, bon, on verra. De toute façon, faut bien que je commence. Hein. Vous êtes prêts? Du Burton. Ouais, c'est un peu ça. Franchement, ça pourrait inspirer un Burton, je pense. Il sera sur YouTube. Le replay de Genshin Impact, il sera sur YouTube demain. Demain midi. J'ai pas pu le mettre, il a bugué sur Twitch. Je sais pas pourquoi, mais du coup, il sera sur YouTube demain midi. Allez. Le cheval blanc. 1905. Qu'est-ce qui a changé depuis des siècles dans cette partie reculée de l'Irlande que constitue le comté de Cork? Rien en apparence, du moins dans les campagnes. Les paysans habitent toujours les mêmes maisons trapues aux cheminées fumantes sur les toits de chaume. Les paysages semblent intouchés par la civilisation. Des hauteurs dénudées battues par les vents, couvertes de landes, avec de temps en temps des lacs ou des tourbières. Non, rien ne semble avoir changé depuis le Moyen-Âge, pas même l'imagination des hommes. Pour les rares habitants de ce pays sauvage et beau, la lande est toujours peuplée des mêmes occupants. Les petites gens, comme on les appelle, c'est-à-dire les lutins, les génies, les gnomes et les fées. Ils sortent la nuit. La lande est alors leur domaine, tandis que les mortels restent peureusement chez eux. En cette année 1905, Michael O'Leary, 35 ans, est tonnelier à Killery, près de Clonmel. C'est un brave garçon, travailleur comme pas un, artisan consciencieux. Ses tonneaux pour les fabricants de bière, la seule production de la région, sont toujours prêts à temps. Avec cela, il est sobre, il a de la religion, et il est bon époux. Avec sa femme Carole, ils forment même un couple très uni. Jamais une dispute en 10 ans de mariage. Et donc, faudrait qu'ils me disent comment ils font. Hein. Le seul reproche que Michael O'Leary fait à sa femme est de ne pas lui avoir donné d'enfant. Il a consulté une guérisseuse, mais les potions de cette dernière se sont révélées inefficaces. Il faut dire que Carole, blonde et frêle, n'a jamais eu beaucoup de santé. Et au début de mars 1905, l'état de Carole O'Leary se dégrade brutalement. On ne peut pas dire qu'elle soit vraiment malade, c'est plutôt une sorte de langueur. Elle n'a plus le goût à rien, plus d'appétit. Elle parle à peine et d'une voix faible. Elle reste couchée la plupart de la journée et dort des heures entières. À mesure que les jours passent, Michael O'Leary est de plus en plus inquiet. Il n'aime pas l'état de sa femme. Si elle avait la fièvre, des boutons, enfin quelque chose de visible, ce serait une maladie et il ferait venir le vétérinaire, car bien sûr, il n'est pas assez riche pour payer le médecin. Mais ce dont souffre Carole, c'est pas vraiment une maladie, c'est autre chose de plus inquiétant. Plus Michael y réfléchit et plus il se persuade que c'est le mauvais mal. Carole, qui lui semble si changée depuis quelque temps, si indifférente à tout, Carole est peut-être habitée par une fée? Car comme tous les habitants de la région, Michael O'Leary croit aux fées. Les fées en Irlande sont des êtres malfaisants qui prennent possession d'un corps, d'une âme, et y restent tant qu'on ne les déloge pas. Bientôt, Michael ne peut plus se cacher la vérité. Cette voix étrange qu'a prise Carole depuis quelque temps, ces yeux absents qu'elle a quand elle le regarde, comme si elle ne le connaissait pas. Carole n'est plus elle-même. La malédiction est entrée dans leur maison. Carole est habitée par une fée. À la fin de mars 1905, Michael O'Leary se décide à parler à son beau-père, le vieux Timothy. Il l'a invité chez lui en même temps que ses deux beaux-frères, Jack et Patrick. Dans la grande salle, près de la cheminée, alors que Carole dort dans la chambre à côté, Michael O'Leary leur résume ses pensées. Il parle à voix basse, comme chaque fois que l'on évoque les petites gens de la lande. « Je suis inquiet pour Carole. J'ai peur qu'elle ait le mauvais mal. » Le vieux Timothy tire sur sa pipe à travers sa barbe grise. Lui aussi a vu sa fille tout à l'heure et il a eu la même pensée. Il répond sans regarder son gendre. C'est possible. Michael O'Leary se tourne vers ses beaux-frères. Ils hochent tous deux la tête sans dire un mot. Ils sont du même avis que le père. Une fée a pris possession de leur sœur. Michael parle d'une voix sourde. Alors vous êtes d'accord? Faut appeler le docteur des fées. Les trois hommes répondent de nouveau par un hochement de tête. Ils sont d'accord. Après un moment de silence pesant, le père demande entre deux bouffées de sa pipe. Et si ça marche pas? Il y a de nouveau un silence et la voix de Michael O'Leary répond d'un ton sinistre. Si ça marche pas, on verra. 4 avril 1905. Joshua Doone se présente chez Michael O'Leary. Il a l'air d'un vagabond avec ses cheveux blancs couverts de poussière, ses vêtements sales et rapiécés, mais Michael, son beau-père Timothy et ses deux beaux-frères l'accueillent avec un respect craintif. Joshua Doone est le docteur des fées. Il habite une cabane au milieu de la lande, là où aucun être humain n'ose s'aventurer après le crépuscule. Lui, il vit en compagnie des petites gens. Le docteur des fées, sans dire un mot, va dans la chambre de Carole. La jeune femme dort sur son lit. Elle est très pâle. Ses cheveux sont plus blonds que jamais. Elle semble ne plus avoir de couleur. Sans la réveiller, Joshua Doone l'examine. Puis il dit à voix basse à l'attention des hommes qui attendent debout derrière lui à distance respectueuse.
C'est bien ça. Ensuite, il revient dans la grande salle et s'approche de la cheminée. Dans un chaudron rempli d'eau, il verse des herbes qu'il sort de ses poches. Une fumée âcre remplit la pièce. Pendant une demi-heure, la décoction se cuit sur les braises. Personne ne prononce une parole. Enfin, Joshua Doone va chercher un bol qu'il remplit de breuvage bouillant et tous à sa suite se dirigent vers la chambre de Carol. Carol O'Leary se réveille et ouvre des yeux étonnés en voyant tout ce monde. Le docteur des fées lui tend le bol. Il faut boire. La jeune femme prend le récipient comme un automate et le repousse après l'avoir porté à ses lèvres. « Oh, ça sent mauvais, je ne veux pas. » Joshua Doone adresse à Michael un regard pessimiste. Ça se présente mal. Il se penche vers Carol. « Il faut boire, c'est pour guérir. » Carol regarde son mari, son père et ses 2 frères qui l'encouragent des yeux. Elle hésite un moment et finit par ingurgiter le breuvage. Mais elle ne peut s'empêcher de faire la grimace. « Oh, c'est mauvais !» Nouveau regard du docteur des fées en direction du mari. L'affaire se présente de plus en plus mal. Joshua Doone s'adresse à la malade. Il parle d'une voix forte. « Es-tu Carol O'Leary, femme de Michael O'Leary le tonnelier ?» Carol les regarde tous sans avoir l'air de comprendre. Bah oui, bien sûr. »« Peux-tu nous le jurer ?» Carol O'Leary est plus blanche encore qu'il y a quelques instants. Elle se laisse tomber sur son oreiller. « Mais pourquoi ? Je ne me sens pas bien, laissez-moi, j'ai mal au cœur. » Sur un signe de Joshua Doone, les 4 hommes se retirent. Ils vont dans la grande salle à côté et là, à voix basse, le docteur des fées rend son verdict. Il n'y a pas de doute possible. D'abord, elle a refusé les herbes, ensuite elle n'a pas voulu jurer. Les fées ne jurent jamais. Et il s'adresse à Michael. Allait-elle sur la lande quelquefois ? Ouais, pour chercher du bois. De quel côté ? Le plus souvent sur le mont Saint-John. Alors c'est là qu'une fée l'a prise. Les herbes n'ont pas agi, je peux rien faire. Et sans un mot de plus, il s'en va. Michael O'Leary, son beau-père Timothy et ses beaux-frères Jack et Patrick restent silencieux dans la grande salle sombre. Le soir est tombé. Ils ne parlent pas, mais ils savent qu'ils pensent tous à la même chose, à ce qu'on leur a appris lorsqu'ils étaient enfants. Lorsqu'une femme possédée par une fée n'est pas délivrée par les herbes, il faut la conduire là où a eu lieu l'envoûtement. Et il faut brûler son corps qui est en réalité le corps de la fée. C'est le seul moyen de la délivrer. Ensuite, elle reparaîtra la nuit même ou l'une des nuits suivantes sur un cheval blanc. Son mari doit l'attendre, un couteau à la main, et trancher d'un seul coup les rênes. Alors sa femme tombera dans ses bras et il la retrouvera. C'est le vieux Timothy qui parle le premier d'une voix sourde. Il faut faire le nécessaire. Tous sont compris. Personne ne fait d'objection. Il se lève et se dirige vers la chambre où ce n'est pas Carol qui est en train de dormir, mais un être maléfique qui a pris sa forme. Un quart d'heure plus tard, 4 hommes cheminent à travers la lande en direction du mont Saint-John. 2 d'entre eux portent une forme enveloppée dans une couverture. La 3e tient une lampe à pétrole, la 4e a un couteau à la main. Peu après, une lueur apparaît au sommet de la colline. Les rares habitants des environs qui l'ont vue ont dû penser que cette nuit-là, les petites gens faisaient leur sabbat. 6 nuits passent. Chaque soir, Michael se rend sur le mont Saint-John avec son couteau pour couper les rênes du cheval blanc. Seulement, ni celui-ci ni Carol ne sont au rendez-vous. Le 10 avril, un berger recouvre sur les lieux un corps carbonisé et alerte la police. L'enquête est brève. La victime est identifiée rapidement. Michael O'Leary, interrogé, ne nie rien. « Bien sûr, c'est moi qui ai brûlé Carol. C'est toujours le mari qui doit le faire s'il veut que la fée soit détruite et que sa femme revienne. D'ailleurs, vous n'avez qu'à demander à son père et à ses frères, ils étaient d'accord avec moi. » Les aveux de Michael O'Leary entraînent son arrestation ainsi que celle de ses beaux-frères, Jack et Patrick, et du vieux Timothy. Quelques mois plus tard, il passe en jugement devant la cour de Cork. Étrange procès. Les juges et les jurés sont désorientés. On se croirait revenu au Moyen-Âge. Il y avait bien eu quelques affaires de ce genre au XIe siècle, mais chacun pensait que ces choses-là appartenaient au passé. L'allure des accusés ajoute encore au malaise. Michael O'Leary n'a rien d'un monstre. Au contraire, c'est un garçon ouvert, bien bâti, qui semble tout à fait équilibré. Ses 2 beaux-frères sont également des gaillards débordants de santé. Quant à Timothy, avec sa barbe grise, il semble doué de toute la sagesse des vieux paysans. Et pourtant, ce sont eux qui affirment sans aucun remords, sans aucune gêne, qu'ils ont brûlé vivante Carol O'Leary. Ils ne s'en repentent pas, bien au contraire, ils ont fait leur devoir. Ils ont fait cela pour elle, pour la délivrer. Ils ont agi par amour. Et bien entendu, ils plaident non coupables. Dans ces conditions, le procureur ne peut que requérir le maximum, c'est-à-dire 4 peines de mort, car la préméditation ne peut être niée.
Du point de vue juridique, c'est incontestable, et pourtant les jurés ne peuvent cacher leurs troubles. Ils ont entendu tous les témoins affirmer à la barre que les accusés étaient des hommes honnêtes, droits, irréprochables. Ils se sont rendus coupables du plus atroce des crimes froidement conçus et exécutés, et pourtant, ils ont cru bien faire. Aussi y a-t-il un immense soulagement dans le prétoire lorsque les avocats des accusés, contrairement aux directives qu'ils ont reçues, plaident coupables avec circonstances atténuantes. Le jury s'empresse de suivre leurs conclusions et Michael O'Leary est condamné à 20 ans de prison, tandis que le père et les frères de la victime n'ont que 5 ans avec sursis pour complicité. Dans ce procès hors du commun, la justice a fait ce qu'elle a pu en espérant que ce cas serait le dernier. Pourtant, en entendant le verdict, Michael O'Leary a une réaction terrible. Un cri de tout son être. 20 ans, mais c'est pas possible! Elle m'attendra pas 20 ans! Il faut que j'aille sur le Mont Saint-John! Il faut l'emmener de force tandis qu'il continue à crier. Vous n'avez pas le droit! Je veux retrouver Carole! Vous n'avez pas le droit! Michael O'Leary est sorti de sa prison 8 ans plus tard grâce à une remise de peine pour bonne conduite. Une fois rentré chez lui, Michael O'Leary est revenu à son idée fixe. Chaque nuit, un couteau à la main, il partait sur la lande en direction du mont Saint-John. Là, il passait toute la nuit à attendre et au petit matin rentrait chez lui. La police, d'abord inquiète, a fini par comprendre que Michael O'Leary, que dans la région on s'était mis à appeler le fou au couteau, n'était dangereux pour personne. Avec son arme, il n'avait aucune idée homicide. Elle n'était destinée qu'à trancher les rênes d'un cheval blanc qui viendrait une nuit lui rendre sa femme. C'est 3 ans plus tard, un jour d'octobre 1916, qu'un berger a découvert un corps en contrebas de la colline Saint-John. Quand la police est venue sur les lieux, elle a reconnu aussitôt Michael O'Leary. Son couteau était tombé non loin de lui. L'ancien tonnelier paraissait serein. Il y avait même une sorte de sourire sur les lèvres. L'enquête a conclu à un accident. Que pouvait-elle conclure d'autre? Dans la nuit, le malheureux avait fait un faux pas et il était tombé dans les rochers en contrebas. Mais les gendarmes qui étaient de la région savaient bien que ce n'était pas vrai. Michael O'Leary connaissait trop la colline, Saint-John, pour s'être tué accidentellement. En fait, chacun comprenait ce qui avait dû se passer. Cette nuit-là, la dernière de son existence, Michael O'Leary a cru voir, a vu enfin le cheval blanc et Carole qui lui revenaient libérés de la mauvaise fée. Il s'est précipité pour couper les rênes. C'est en faisant ce geste qu'il a perdu l'équilibre, ou peut-être, qui sait, lorsque Carole est tombée dans ses bras. Pour Michael O'Leary, l'histoire de fée s'est terminée conformément à la légende. Outlander, bonsoir. Ouais, c'est si glauque. Ah, ouais. En fait, celle-là, elle est vachement intéressante. Déjà, t'as vachement le côté légende, du coup. Ça, c'était en Écosse, je crois. Non, en Irlande. Irlande, je crois. Mais je trouve ça trop intéressant, le côté où ils se voient de méchants, tu vois. Ils ont juste tellement cru les légendes qui étaient chez eux. C'est tellement leur folklore, tu vois, que pour eux, ils ont bien agi. C'est fou, hein. Ah, le côté folklore, il est fou, hein. Ouais, ouais, bah on veut pas de leur amour. Ah bah c'est sûr que... Je sais pas si c'est trouble psychologique. En vrai, c'est comparable à justement les sorcières qui ont cramé, tu vois, à l'époque, en fait, tous les mythes qu'on connaît, tout ce qui est vampires, monstres, etc., ça vient de personnes qui, en fait... J'ai lu un très bon livre là-dessus, qui, en fait, avaient des maladies psychologiques ou psychiatriques. Et en fait, comme on les connaissait pas à l'époque, on connaissait pas les diagnostics, on pensait qu'ils étaient possédés par les démons ou par les créatures. Et du coup, toutes les créatures qui sont dans notre folklore actuel, c'est que des mecs qui étaient malades à l'époque. Tout est là. La police n'a pas fait d'autopsie pour la femme. Bah, ils l'ont avoué, ils l'ont buté, ils l'ont brûlé vive. Ah mais c'est ça, en fait, il y a plein de trucs qui peuvent... Elle a pu avoir plein de trucs, cette femme. C'est hyper intéressant, en vrai. De ouf, hein. Les deux sont morts par ignorance. Ouais, c'est ça. En vrai... C'était quoi la maladie du vampire? J'arriverai pas à me rappeler. Mais t'as un truc... Je sais pas si c'est pas albinos, déjà. Genre les personnes qui sont très blanches, tu sais. Enfin, t'as plein de trucs. Est-ce qu'on s'en fait une dernière? Il y avait un docteur des fées, c'était un faux. Bah, pour l'époque, non. Pour l'époque, c'était un vrai. Quand il croit. Quand il croit. Pareil, hein. Tu lis vraiment bien, oh, c'est gentil. Par contre, j'ai plus de flotte. C'est un problème. Ça va être compliqué de tenir sans eau, là. Je sais pas encore mouiller mes draps, donc go continuer. Merci Yume, du coup. Une dernière avant le dodo. Laquelle je vais vous trouver? Oh, attends, ce titre-là, il m'a l'air intéressant. J'aimerais bien une pas trop longue, parce que celle-là, elle...
J'ai plus d'eau, on arrête, c'est ça. Attends. Je crois que... Ah, celle-là, là c'est plus une histoire policière. Genre, type gamin killer ou quelqu'un killer. Il y a un killer. Le titre c'est Un cahier d'écolier. Donc, là je pense que celle-ci est... Voilà, elle est pas trop longue, je devrais tenir. Elle fait 5 pages, je crois. Ouais. Je trouve ça relaxant de t'écouter, même si les histoires, c'est pas trop ça. On a une heure de dodo en plus ce soir, donc go se coucher à 3h. Ah, mais j'avoue! Il y a le changement d'heure ce soir. Est-ce que vous êtes prêts pour Un cahier d'écolier? J'ai plus confiance en les fées maintenant, même pas Clochette. Bah, les fées, techniquement, dans les légendes, c'est rarement des meufs cool, hein. Donc là, voilà, là, on est sur un truc policier, plus enquête, quoi. Un cahier d'écolier, ça promet. Ouais, je respire, à défaut de pouvoir boire. Puis j'ai envie de faire pipi. Un cahier d'écolier. Foxville, Dakota du Sud. 16 avril 1981. On peut claquer du cucu, c'est pas très loin. Là, les gens, ils sont encore vivants. Hein. 3h du matin. Enfin, pas tous. Gary Hopkins, shérif de la petite cité, fonce au volant de sa voiture. Cela fait 20 ans qu'il exerce ses fonctions et jamais il ne se serait attendu à un pareil drame. Il y a quelques minutes, il a été réveillé par un coup de téléphone. « Ici Nathaniel Albi. Mon père et ma mère ont été assassinés. Venez vite !» Le père et la mère de Nathaniel Albi. Le shérif ne veut pas y croire. Monsieur et Madame Albi sont les personnages les plus considérables de Foxville. Monsieur Albi est notaire et sa fortune est légendaire dans la région, même s'il n'habite qu'un pavillon assez modeste en raison de son avarice tout aussi légendaire. Enfonçant sirène hurlante dans les rues vides, le shérif Gary Hopkins a devant les yeux l'image familière de Monsieur Albi. Une haute silhouette très droite et un peu raide, des cheveux gris, des lunettes rondes cerclées de fer d'un modèle plus qu'ordinaire. Se pourrait-il que cet homme-là ait été assassiné ? Et Madame Albi, ce petit bout de femme sans grâce qui élevait la voix plus haut que tout le monde dans les manifestations charitables et associatives, tuée elle aussi ? C'est un coup de tonnerre à Foxville. Quelques minutes plus tard, le shérif Hopkins a confirmation de la tragique vérité. Le meurtre qui a eu lieu dans la chambre à coucher des Albi, au premier étage de leur pavillon, est particulièrement horrible. Ils ont été tués à coups de couteau et de marteau. Ils gisent sur leur lit. Madame Albi porte surtout le corps de profondes blessures, dont plusieurs ont été sans nul doute mortelles. Mais Monsieur Albi est dans un état plus effrayant encore. Où sont cette élégante silhouette un peu raide, ce visage sévère aux cheveux gris et aux petites lunettes ? Il est recroquevillé sur lui-même et son crâne a été écrasé, écrabouillé. Gary Hopkins se retourne. 2 jeunes gens se tiennent immobiles et silencieux dans l'encadrement de la porte. Nathaniel Albi, 21 ans, étudiant, s'est habillé hâtivement d'un jean rosé et d'une chemise bariolée qui sont à la fois déplacées et tragiques. Il est grand, très grand même, brun et maigre. À son côté, Samantha Albi, qui a également 21 ans puisqu'elle est sa jumelle, frissonne dans sa chemise de nuit. À l'inverse de son frère, elle est toute menue. Le shérif va vers elle et la prend par le bras. Il sait, comme beaucoup de gens à Foxville, que la santé nerveuse de la jeune fille est fragile. Elle vient de faire une dépression qui a nécessité son hospitalisation dans une clinique psychiatrique. Elle n'en est sortie que depuis une semaine. « Venez, mademoiselle, ne restez pas là. » La voix de Samantha est étrangement dépourvue d'intonation. « Je veux savoir qui... Je suis là pour ça et je saurai, je vous le jure. » Après avoir laissé Samantha Albi dans sa chambre, le shérif Hopkins s'adresse à Nathaniel. « Excusez-moi, monsieur Albi, mais vous êtes en état de parler ? » « Oui, et j'ai des choses à vous dire. »« Vous avez vu les assassins ? » ?»« Pas tout à fait. » Ils quittent tous deux l'horrible pièce du drame et vont s'installer dans le salon au rez-de-chaussée. « Que s'est-il passé, monsieur Albi ?» Le grand jeune homme se voûte et agite sa chevelure brune. « Je dormais, j'ai entendu du bruit dans la chambre des parents. J'y suis allé et je me suis heurté à 2 hommes qui s'enfuyaient. Ils m'ont bousculé, le temps que leur court après, ils s'étaient enfuis. Je suis retourné dans la chambre et j'ai découvert ce que vous avez vu. » Leur signalement ? Un blanc et un noir. Je vous dis ça à cause des mains, car ils avaient des passe-montagnes. Et par où sont-ils partis ? Par la porte. Le shérif réfléchit tandis que Nathaniel Albi s'est pris la tête dans ses mains, secoué de sanglots sans larmes. Il est terriblement mal à l'aise. Il aimerait que tout ça colle, mais ça ne colle pas.
Ces deux hommes en passe-montagne font penser à des professionnels. Or, pas un cambrioleur digne de ce nom n'irait dans une maison où se trouvent 4 personnes. Il se renseignerait d'abord. Alors des tueurs? Ça va pas non plus. Après leur double meurtre, ils seraient allés jusqu'au bout. Ils ne se seraient pas enfuis à l'arrivée du jeune homme. Ils l'auraient assassiné, ainsi que sa sœur. Une femme d'un certain âge, aux cheveux gris et entortillée dans des bigoudis, tout saute au seuil du salon. Excusez-moi, shérif, mais j'aimerais vous parler. C'est urgent? Oui, c'est urgent. Vous êtes? Madame Jones, je suis la voisine d'à côté. Eh bien, je vous écoute, Madame Jones. Mais au lieu de parler, la voisine baisse les yeux, l'air gênée. C'est que... j'aimerais vous parler à vous seul. Gary Hopkins jette un coup d'œil à Nathaniel Albee. Le jeune homme s'est raidi et une lueur de crainte est passée dans ses yeux. Voulez-vous nous laisser quelques instants, monsieur Albee? Nathaniel Albee, sans un mot, déplie sa longue carcasse et quitte la pièce. Madame Jones prend place sur le fauteuil qu'il vient de quitter et se met à parler à voix basse. C'est un affreux malheur et je crains que ce ne soit plus affreux encore. Expliquez-vous. Il y a une demi-heure, j'ai entendu du bruit chez les Albee. Des cris et des coups sourds. Il faut vous expliquer que je souffre d'insomnie. Bref, j'ai été à ma fenêtre. La chambre de monsieur et madame Albee était allumée. Le bruit a continué pendant encore 1 minute ou 2 et puis plus rien. C'est tout? Oui, c'est tout, et c'est justement cela qui est terrible. Personne n'est sorti de chez eux. Vous en êtes sûre? Certaine, à moins que ce ne soit par la fenêtre opposée à mon pavillon, mais pas par la porte en tout cas. Le shérif Hopkins a dans l'oreille la réponse de Nathaniel à sa question. Le jeune homme a menti. Personne n'est sorti ni par la porte ni par une autre issue, pour la bonne raison que personne n'est entré. Il n'y a jamais eu que 4 personnes cette nuit dans la maison. Albee. 2 d'entre elles sont mortes. L'assassin est à chercher parmi les 2 autres. Il prie Madame Jones de rentrer chez elle et fait venir de nouveau Nathaniel Albee. Il lui résume en quelques phrases la conversation qu'il vient d'avoir avec le témoin et conclut par un seul mot. Alors? Le shérif Gary Hopkins espérait voir Nathaniel s'effondrer, mais pas du tout. Il redresse au contraire la tête. Il n'a plus du tout l'air d'un garçon d'excellente famille, étudiant modèle à l'université. Il ressemble tout à coup à une bête sauvage, acculée par des chasseurs. Le shérif se dit brusquement que Nathaniel Albee est un monstre. « C'est une vieille folle! Elle ment !»« Non, c'est vous qui mentez. Votre récit était invraisemblable. Je n'y ai pas cru un instant. Vous ne pouvez pas échapper à la vérité. Qui a tué vos parents ?» Il y a un silence tendu à l'extrême entre les 2 hommes, et Nathaniel Albee finit par baisser la tête, l'air vaincu. « C'est bon, je vais parler. C'est pour Samantha que j'ai inventé cette histoire. C'est ma sœur, après tout. » « Vous voulez dire que c'est elle qui a tué vos parents? » ?»« Oui, c'est elle. » »« Avec un couteau de cuisine et un marteau. » Samantha relevait d'une grave dépression. Il faut croire qu'à la clinique, il ne l'avait pas guérie. Tout à l'heure, j'ai été réveillée par des cris. Quand je suis arrivée dans la chambre de mes parents, il était trop tard. Elle était là avec le marteau et le couteau plein de sang. Elle n'est pas responsable, shérif. Un bruit fait se retourner le shérif. C'est Samantha qui vient d'entrer dans le salon. Elle s'avance d'une démarche un peu irréelle et s'arrête devant son frère. « Je ne peux pas, Nathaniel. Pardonne-moi. »« C'est toi, Samantha, c'est toi qui les as tués !» Le shérif Hopkins interrompt ce dialogue entre le frère et la sœur. « Vous ne pouvez pas quoi, mademoiselle ?»« Je ne peux pas faire ce qu'on avait dit avec Nathaniel. M'accuser en prétendant que j'étais folle si l'histoire des cambrioleurs marchait pas. Je veux pas passer tout le reste de ma vie chez les fous. Tu préfères la mort, idiote. Je préfère la vérité, Nathaniel. C'est plus fort que moi, il faut que je parle. » Samantha Albee commence à parler et le shérif Gary Hopkins va atteindre le fond de l'horreur. « C'est Nathaniel et moi qui avons tué nos parents. On l'a fait tous les 2. Lui, il frappait et moi, je les tenais. » Nathaniel Albee est effondré sur le canapé et secoué de tremblements nerveux. Sa sœur poursuit. « Nous n'avions pas le choix. » Gary Hopkins est blême. « Pas le choix? Vous osez dire cela? » Il était impossible de faire autrement. En allant me coucher, j'ai vu que mon secrétaire avait été ouvert. J'ai cherché dans les tiroirs, il manquait un cahier d'écolier. J'ai été dans la chambre de Nathaniel pour lui demander si c'était lui qui l'avait pris. C'était pas lui, c'était donc mes parents. Nous avons couru dans leur chambre et avons entendu un cri de ma mère. Elle avait commencé à lire. Je suis entrée, ils se sont jetés tous les 2 sur moi comme des bêtes. Ils ont voulu me tuer. Nathaniel est descendu à la cuisine et il est revenu avec le couteau et le marteau et nous les avons frappés. Il le fallait, ils criaient qu'ils allaient tout révéler, tout dire à la ville entière, à la terre entière. Samantha Albee se tait épuisée. Le shérif la secoue par les épaules.
Qu'est-ce qu'il y avait dans ce cahier? Qu'est-ce qu'il y avait d'assez horrible pour vous faire tuer père et mère? Samantha ne répond pas. C'est Nathaniel Albee qui prend la parole. Il est devenu tout à coup très calme. Il y avait le récit d'un très vieil événement qui s'est passé il y a 15 ans. Nous avions 6 ans, Samantha et moi, nous nous aimions beaucoup. Nous étions très heureux ensemble. Pourquoi a-t-il fallu que nos parents nous donnent un petit frère? Ce petit frère, nous l'avons tout de suite haï. Et quelques jours après sa naissance, nous avons fait le serment de le tuer. Beaucoup d'enfants souhaitent ainsi la mort d'un nouveau venu dans la famille, mais nous sommes allés jusqu'au bout. Nous l'avons étouffé dans son berceau avec son oreiller. Pour que ce soit bien notre crime à tous les deux, nous tenions chacun un côté de l'oreiller. Nos parents ont cru à un accident. Le médecin aussi. Le frère et la sœur Albee n'ont jamais eu à répondre de leur crime. Ils n'ont même jamais été arrêtés. Ils avaient prévu une dernière échappatoire pour le cas où toutes les autres auraient échoué. Au moment où ils allaient prendre quelques affaires personnelles, ils ont réussi l'un et l'autre à avaler une dose de cyanure qu'ils avaient préparée. Cette fois, c'était fini, et bien fini. Il y avait 4 morts dans la maison si respectable des Albee, avec en plus le fantôme d'un petit innocent assassiné 15 ans plus tôt. Le shérif Hopkins a alerté ses hommes, et dès qu'ils sont arrivés, il est monté dans sa voiture et a démarré lentement. Il leur a laissé le soin de découvrir l'indice principal, la clé du drame qui devait se trouver quelque part. Un cahier d'écolier, couvert d'une écriture enfantine et tout maculé de sang. L'ouvrir, le lire et même le toucher, il n'aurait pas pu. Jamais pu. Et voilà! Ah, ça finit bien, dis donc, on finit bien cette soirée, hein. Oui! J'ai pensé à l'inceste aussi, j'avais totalement oublié la fin. Au début, je pensais qu'ils baisaient ensemble. Je me disais, ah tiens, je m'en serais rappelé quand même s'il y avait eu du cucu dans Pierre Bellemare. Eh ben oui, il n'y a pas de cucu. Pourquoi elle l'a écrit aussi? Mais de toute façon, elle est pas nette, hein. Elle est pas nette, Baptiste. Hein. Clairement, la gamine, elle était pas finie, hein. Voilà. J'ai fini mon dessin du petit Booktober en même temps. Ouais, trop bien. Merci Iris pour ton sub offert. Je t'ai vu, mais comme j'étais en train de lire, je me suis pas coupée. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette soirée? Des histoires et du concept de lire des histoires. On pourra refaire si vous voulez, hein. Moi aussi j'ai pensé à l'inceste, c'était obvious, hein, je pensais aussi. En vrai, il y a dû y avoir. Oui, c'est une histoire vraie, hein, c'est tiré d'une histoire vraie. Pour Halloween, alors le truc c'est que le jour d'Halloween, je suis pas là. On est en soirée, donc peut-être la semaine pro, je pourrais refaire ça, mais... Trop bien à refaire. Après, je peux refaire même hors Halloween en soi. Hein. Clairement... La première était très bien, les autres font peur. Vous faites du coup ce qu'on a dit, mais je sais pas comment vous pouvez le dire. Vous faites genre là, on arrête le stream. Pendant 1 minute, genre vous coupez tout. Tu vois, genre vous faites pas autre chose, vous regardez pas les messages, vous faites pas des trucs, tu vois. Vous restez et vous vous demandez ce que vous ressentez comme émotion. Et vous me le dites ou en story Insta, genre en me taguant, ou alors sur Discord, sur la réaction Twitch. Comme ça, je pourrais savoir. C'est quoi le titre de ton livre? C'est Nuit d'angoisse de Pierre Bellemare. Mais en soi, on peut très bien refaire ce genre de soirée, même hors Halloween. Hein. En vrai, comment réagiraient des parents qui apprennent que leurs enfants ont tué un autre? Mais de ouf. Clairement... À refaire, mais sans histoires qui font peur. Oh, de temps en temps, ça peut être sympa. En plus, attends, j'ai 2 bouquins. Hein. On remarque, ça peut servir pour Halloween prochain, mais... Allez, je vais aller boire, faire pipi et dormir. C'était trop cool en tout cas. Oh oui, au pire vous faites une story Insta et... Ah oui, faites ça, comme ça je les reposterai pas si vous voulez, mais faites des stories Insta où vous montrez vos têtes. Au pire vous mettez si vous voulez pas que je les reposte. Comme ça vous mettez vos têtes, genre comment vous vous sentez. J'ai trop envie de voir. Du coup, plein de bisous mes bouchons. J'espère que je vais bien dormir moi aussi, parce que mine de rien, je vais pas faire ma faro, hein. Allez, bisous, dormez bien, et merci d'avoir été aussi nombreux, c'était vraiment super cool. J'ai adoré cette soirée avec vous. Bisous. Et on se retrouve demain à 18h pour Eldaria, of course. Bisous.